commencer à parler réellement de l'amorce, il faut savoir amorcer. Savoir amorcer, c'est soit la main, il faut s'entraîner. Alors si on est un bon joueur de pétanque, ça aide. Si on est un petit peu maladroit, ben on s'entraîne. Moi j'ai passé des heures à l'entraînement, à jeter des boules dans un seau ou une bassine dans ma cour, je prenais de la terre et je jetais des boules de terre pour être le plus précis possible. Tout s'acquiert. Parce qu'en fait, si on commence à mettre de l'amorce partout, ça ne va pas être bon. Alors après, pour ceux qui ne sont pas sûrs à 100% de leur amorçage à la main, aujourd'hui, il y a une combine qui est l'amorçage mixte, où vous utilisez votre amorce, parce que vous savez qu'il faut faire du bruit au départ pour attirer plus vite le poisson, et faire du nuage en même temps. Donc vous faites peut-être 5-6 boules, vous allez serrer plus ou moins, avec très peu d'èches dedans, c'est-à-dire pas d'asticot, ou très peu de fouillis. Vous allez jeter ces boules, même si vous n'êtes pas trop précis, comme en fait les boules ne vont pas être remplies d'èches, ça sera moins dommageable à votre amorçage. Et dans un deuxième temps, vous allez porter 5 coupelles avec toutes les èches concentrées dans un peu de terre ou dans une amorce très collante, de façon à descendre vos èches sur le coup. Alors les èches, ça peut être des vers de terre coupés, des casters, des vers de vase, du fruit, des asticots morts, des asticots vivants, des asticots collés. Donc il y a plein de possibilités. Et la coupelle va vous permettre de centrer les èches au milieu de votre tapis d'amorce et d'attirer le poisson. Quand on regarde les pêcheurs du Nord, dont certains font partie, j'en vois pas mal là autour dans la salle, il y a toujours eu la coutume, je dirais, d'amorcer au départ et de faire un tapis de terre. La terre de Somme, alors on est bien placé puisqu'on est à Amiens, on parle de terre de Somme, c'est vraiment le pays de la terre qui a révolutionné, je dirais, un petit peu la pêche dans toute l'Europe, puisqu'aujourd'hui, tous nos pays voisins nous copient et envoient de la terre pour prendre des poissons. On arrive même, nous, par Sansas, on vend de la terre aux Russes. Ils nous achètent des camions complets de terre, donc ça semble incroyable parce qu'ils pourraient ramasser de la terre aussi chez eux. Mais voilà, la terre de Somme ou la terre de rivière sont des produits à part entière, comme le PV1, le chêne vie ou le tourteau de maïs, et qui sont devenus indispensables à tout pêcheur au cou, parce que ça permet, de faire un nuage. Donc on va partir de la terre, on va commencer à parler de la terre. Alors pour faire du nuage, on va utiliser plutôt de la terre de Somme. Donc pour ceux qui, je pense que vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, on l'a là, vous pourrez venir la voir, etc. Après, on va utiliser de la terre de rivière qui va être plus compacte, qu'on peut utiliser seule. Alors la terre de rivière, et on appelle aussi ça la double terre. En fait, la double terre, c'est de la terre de rivière mélangée avec du liam à collet gris ou de la bentonite. Vous la préparez une demi-heure avant de pêcher, voire 1 heure. Vous avez votre terre qui est légèrement humide ou très humide suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, utiliser une terre, vous allez mettre que des vers de terre coupés. Aujourd'hui, c'est très en vogue d'utiliser des vers de terre coupés dans l'amorce. Et si vous les mettez dans l'amorce, les vers de terre coupés, au bout d'un moment, ils disparaissent. Parce que l'amorce a un effet chimique sur les vers, et ça les cuit. Légèrement, les vers vont être cuits par l'amorce, et donc on ne va pas les retrouver au bout d'un moment, ils vont disparaître sur le fond. Alors que si vous les mettez dans de la terre pure, c'est pas que la terre a un pouvoir attractif énorme, elle a surtout un pouvoir de maintenir les èches dans l'état que vous les avez mis. Donc si vous mettez vos vers de terre sur le fond dans de la terre, vous allez les conserver vivants ou intacts, parce que si vous les avez coupés, ils ne sont pas trop vivants, ils remuent un peu, mais beaucoup moins, intacts dans le fond. Le problème, quand on coupe les vers de terre, ils rendent de l'eau, ils rendent du jus. Si vous avez une terre trop sèche, trop humide au départ, ça va être une patouille et ça ne va pas aller. Donc il vaudra mieux, dans ce cas-là, avoir une terre un petit peu moins humide. Vous mettez vos vers de terre et ensuite vous rajoutez votre liam à coller qui va permettre de donner la compacité exacte. Vous allez pouvoir avoir une terre qui colle énormément. Alexandre va la préparer, on va vous la faire passer pour que vous puissiez voir la bonne compacité qu'il faut avoir pour une terre, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle travaille et qu'en même temps, elle tienne le plus longtemps possible les èches sur le fond. Parce que quand le poisson va arriver, il faut que vous ayez quelque chose à manger. Si vous envoyez que de l'amorce qui ouvre immédiatement, vous mettez votre fouille là-dedans. Le fouille a tendance à partir dans le courant. Si on pêche en rivière, par exemple, la rivière Somme ici, on va faire la compétition demain, il y a beaucoup de courant, il faudra avoir une amorce qui va tenir, parce que sinon, les èches vont partir dans le courant et vous allez amorcer pour votre voisin. Bon, en étang, on n'a pas ce problème-là, mais en rivière, c'est quand même très très important. Donc il faudra une amorce qui tient, mais malgré tout, aussi bien
l'amorce puisse tenir, elle se défait dans l'eau. Et quand elle se défait, le fouillis, les asticots, tout ça que vous avez pu mettre dedans, ils restent collés aux particules d'amorce, ils ont tendance eux aussi à dévaler. Et au lieu de concentrer le poisson à l'endroit où vous avez amorcé, vous risquez d'en mettre sur toute la coulée et après avoir du mal à positionner le poisson exactement là où il est, donc perdre du temps pour avoir la touche, et puis le perdre carrément parce que vous n'avez pas concentré assez les éches. Donc le fait de remettre vos éches dans de la terre et à la coupelle sur l'endroit où vous avez amorcé, ça va permettre d'avoir l'amorce qui attire au départ et la terre avec les éches qui maintiennent le poisson quand il est arrivé. Et ça, c'est la technique gagnante aujourd'hui dans 95% des cas. Alors il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais ça reste quand même la base de l'amorçage. On amorce quelques boules à la main, on met la coupelle dessus et on met 90% de ces éches dans la terre pour être sûr que les éches vont être efficaces en le fond. Alors, quand je parle d'éches, c'est des vers de terre, des vers de vase ou du fouillis. Les casters, vous pouvez les mettre dans l'amorce parce qu'ils ne vont pas être attaqués par l'amorce. Les asticots morts ou vivants, c'est pareil. Vous pourrez les mettre dans l'amorce, ça pourra avoir le même effet. Parce que l'asticot, même si vous le mettez dans l'amorce, il ne va pas être attaqué par l'amorce, il ne va pas disparaître. Il va rester là. Alors, le fait de les mettre morts, c'est en vogue maintenant. Alors, c'est soit congelé, soit noyé, congelé, soit étouffé, soit échaudé, je dirais, avec de l'eau chaude, on peut les ébouillanter. Vous avez toutes ces possibilités-là. Personnellement, je préfère des asticots congelés dans de l'eau. Le fait de les congeler dans l'eau, ils gardent leur couleur. Quand vous les mettez dans le fond, ils ne vont pas bouger et ils vont être un petit peu moins durs pour le poisson à prendre en bouche. Parce que quand vous les bouillantez, vous avez tendance à cuire un petit peu la peau de l'asticot et l'asticot devient plus dur à mâchouiller, c'est moins bon. Et si vous voulez utiliser un asticot mort à la moisson, c'est mieux d'utiliser un asticot congelé qui va avoir été un petit peu attendri par le fait de la congélation. Et des fois, parce qu'en fait les poissons, c'est pas non plus complètement idiot, il ne faut pas leur prêter une grande intelligence, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Ils apprennent. Qu'est-ce qui se passe? Tous les pêcheurs vont au bord de l'eau, ils amorcent, ils mettent des asticots vivants par exemple, à la fin de la partie de pêche, ils jettent la boîte d'asticots qui reste, et vous mettez des asticots vivants dans le fond. Quand le poisson arrive sur le coup, il y a des asticots vivants qui l'attirent, vous les prenez, ils se méfient. Et quand le poisson arrive 3 ou 4 ou 5 heures après, les asticots ils sont noyés, et quand le pêcheur est parti, les asticots sont morts dans le fond. Le poisson arrive, il prend les asticots morts, et là il ne se fait pas attraper. Donc, ce peu de choses, ils l'ont compris. Et c'est pour ça que pour les leurrer encore mieux, le fait de leur mettre des asticots morts, ça les met dans un certain confort, comme quand le pêcheur est parti, et qu'il ne risque plus rien. Donc, le fait de mettre ces asticots morts, ça permet de bien les mettre sur le fond, qui ne bougent pas, qui ne s'enterrent pas, mais en plus, ça sécurise le poisson qui est habitué à manger des asticots morts quand les pêcheurs sont partis, qu'il n'y a plus de bruit au bord de l'eau, et ils sont plus en sécurité. Donc, une petite chose peut changer énormément. Alors, on peut aussi, quand on n'a pas toutes ces possibilités, qu'on n'a pas eu le temps de les étouffer, qu'on ne les a pas congelés, qu'on ne les a pas noyés, on peut utiliser un tamis. Vous mettez vos asticots dessus, vous les roulez, ça les étourdit, je dirais. L'inconvénient, c'est qu'ils se réveillent souvent. Et quand ils se réveillent, on a l'effet pervers qui peuvent s'enterrer. Mais ça peut être une solution pour pouvoir jeter les boules, que ça ne casse pas les boules et pour quand même attirer les poissons. En règle générale, aujourd'hui, on n'amorce pas au départ et on pêche pendant 5 heures dessus sans y toucher. Avant, c'était parfois ça, on rappelait un peu et on attendait que le poisson vienne, on bloquait sur le coup beaucoup d'èches et beaucoup d'amorces et on maintenait les poissons pendant 3 ou 4 heures. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à amorcer un petit peu moins au départ et à remettre au fur et à mesure des poissons qui arrivent les éches habituelles. Si vous avez que des gardons, on ne va pas s'amuser à remettre des vers de terre coupés qui ne vont pas servir à grand chose ou à mettre un demi-litre de liquide à la coupelle parce qu'on risque à les gaver. On va mettre un petit peu de fouillis avec un petit peu de terre qui va travailler et qui va les tenir en haleine tout le temps pour qu'ils mangent. Par contre, vous commencez à toucher une graine ou deux sur votre amorce qui n'est pas très riche, on ne va pas les tenir. Donc là, il faudra réagir, remettre une grosse quantité de fouillis ou des vers de terre ou des asticots ou des casters en plus grande quantité pour tenir les poissons qui ont tendance à manger énormément. Pareil, si vous avez des carpes qui arrivent sur le coup, mais il vaudra mieux remettre du maïs. Donc, suivant les poissons,
il n'y a pas de truc miraculeux. L'amorce, c'est quelque chose, tout le monde a son secret. Tout le monde pense avoir une amorce fantastique. En fait, souvent on me pose la question, quel est le secret, quelle est l'amorce fantastique? Alors là, bon, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas vous répondre. Parce que là, sinon tout le monde va connaître mon secret, je suis foutu. Mais réellement, c'est pas difficile de ne pas connaître mon secret, j'en ai pas. Donc automatiquement, il n'y a rien à cacher. Il y a simplement, l'amorce, elle doit être adaptée au jour, au poisson, au lieu de pêche. Et tout ça, on va le voir là au cours de la conférence. On peut avoir des amorces de couleurs différentes. Donc les couleurs différentes, elles correspondent à quoi? Il y en a qui disent, moi je pêche noir tout le temps, parce que je mets de l'amorce noire sur le fond, les poissons n'ont pas peur, ils ne font pas mimétisme avec le fond, et donc les carnassiers attaquent moins. Un exemple, vous prenez un gardon, il arrive, il a le dos plutôt noir, parce que la rivière a plutôt un fond noir. Vous prenez ce gardon, vous le mettez dans votre aquarium ou dans votre bassin, où le fond est un petit peu vert, vous allez le chercher une demi-heure après, le même gardon, il a le dos vert. Il fait le mimétisme avec le fond. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se faire attaquer par le carnassier. S'il est trop brillant sur le fond, il a plus de chances d'être attaqué. Donc effectivement, une amorce de couleur similaire à la couleur du fond, mais pas forcément noire. Parce que des fois, il y a des fonds qui sont clairs, qui sont marrons, qui sont blancs ou qui sont jaunes. Et il faudra l'adapter. Donc pour ça, il faut connaître le parcours et connaître aussi les habitudes des poissons. En règle générale, je dirais que dans 50% des cas, une amorce brune va fonctionner tout le temps, parce qu'elle ira bien sur un fond clair, elle ira bien sur un fond noir. C'est pour ça que ça reste la base de beaucoup d'amorces. On trouve des amorces brunes dans le commerce, et la plupart des pêcheurs qui font leur mixture font des amorces brunes. En hiver, dès que la température de l'eau descend en dessous de 12 degrés, l'eau a tendance à s'éclaircir. À ce moment-là, souvent, l'hiver, les feuilles, à l'automne, elles tombent. Quand elles vont sur le fond, elles se décomposent. Qu'est-ce que fait une feuille en décomposition? Elle noircit. Et elle laisse un petit limon noir sur le fond. Donc automatiquement, l'hiver, le fond, même s'il est clair, en été, il a tendance à être plus foncé l'hiver, parce qu'il y a ces feuilles qui se décomposent sur le fond. Et là, il vaudra mieux utiliser une amorce noire. Par contre, en plein été, quand vous avez des plaquettes, des gardons, tout ça qui monte entre deux eaux, parce qu'il n'y a pas trop d'eau, il n'y a pas trop de courant, l'eau manque d'oxygène, les poissons ont tendance à monter vers la surface. Là, il faudra utiliser une amorce qui ressemble presque à une amorce à ablette, même pour prendre des brèves des gardons, qui a tendance à faire un nuage orange ou jaune, qui va être plus attractif, qui va vous permettre de prendre du poisson. Donc en fait, vous prenez la même amorce, avec deux colorants. Vous avez une amorce brune, je dirais. Vous la teintez de noir, elle est bonne pour l'hiver. Vous la teintez de jaune, elle est bonne pour pêcher au rappel entre deux eaux. Et en fait, on n'a pas parlé de formule ou de produits secrets dans l'amorce. On a juste fait en sorte de changer la couleur de l'amorce pour avoir des poissons différents ou pour avoir des poissons pour attirer tout simplement les poissons ou pour les maintenir. De même, quand vous avez une crue dans une rivière et l'eau devient toute marron, ben, j'ai remarqué, par expérience, je ne peux pas vous dire que c'est vrai, hein. Tout ce que je vous dis là, je ne vous assure pas que c'est bon à tous les coups. Mais à 70% des cas, ça fonctionnera. Une amorce rouge va beaucoup mieux fonctionner dans une eau trouble marron que n'importe quelle autre amorce. On s'en est rendu compte par hasard, mais ça fonctionne. Donc quand vous avez une rivière en crue, que ce soit pour pêcher les ablettes ou pour pêcher le fond, vous pouvez colorer, teinter votre amorce en rouge ou prendre des amorces toutes prêtes rouges. Vous verrez, ça a une meilleure efficacité. Donc ça, c'est des petits points, mais très très importants. De même, l'amorce, c'est le mouillage. Il faut mouiller l'amorce. Alors aujourd'hui, on peut la mouiller avec un batteur et une perceuse. Un batteur et une perceuse, moi personnellement, je le fais, mais ça ne me convient pas. Je préfère à l'ancienne, peut-être parce que je suis trop ancien et que j'ai connu l'autre méthode, mais je préfère le faire à la main, parce que je trouve qu'on arrive à mieux sentir dans les doigts exactement la quantité d'eau qu'il faut mettre dans l'amorce, suivant l'endroit et suivant le travail qu'on veut de l'amorce. J'attache beaucoup d'importance au travail de l'amorce, qu'elle s'ouvre plus ou moins rapidement, suivant ce que j'attends. Alors le fait de mouiller l'amorce de façon différente, la même amorce va réagir différemment dans le fond. Par exemple, vous mouillez votre amorce la veille. Ça, je vous le recommande, c'est très bon pour les gros poissons. C'est la même amorce. Simplement, le fait de la mouiller la veille, l'ensemble des particules qui composent votre amorce va avoir bu toute la quantité
quantité d'eau qu'elle a possibilité d'absorber. Le fait qu'elle ait fait ça, quand vous allez la poser dans le fond, la jeter à la coupelle ou à la main, elle va travailler beaucoup moins. Ce qui fait qu'elle va être beaucoup plus inerte sur le fond. Et les gros poissons, pour être gros, sont passés d'abord par être petits, et ils sont un petit peu plus malins, parce que s'ils sont arrivés à être gros, c'est qu'ils ne se sont pas fait attraper. Donc ils sont en général plus méfiants. Moins nombreux et plus méfiants, en général, les gros. Donc avec une amorce qui travaillera moins, qui bougera moins, vous n'aurez pas trop de particules qui partiront, vous allez maintenir les gros poissons quand ils vont venir sur votre cou. Et vous allez moins attirer aussi les petits. Donc vous aurez plus de chances de prendre un gros. Simplement par le fait de mouiller l'amorce la veille, vous allez changer ça. Alors que si, au contraire, vous savez que c'est un parcours où il faut attirer très rapidement et que le poisson, sinon, il ne vient pas, et là, vous allez mouiller votre amorce une demi-heure avant d'amorcer. Très peu de temps avant, l'amorce, elle ne va pas avoir fini de gonfler. Quand vous allez faire vos boules, ça va tenir. Alors attention, quand vous mettez beaucoup de pègres et pas de terre, j'ai vu les boules venir en surface. Bon, aujourd'hui, on le voit moins parce que beaucoup de pêcheurs pêchent avec les amorces du commerce qui sont faites de façon à couler, que vous les mouillez plus ou moins. J'ai vu souvent, il y a quelques années, les pêcheurs avec beaucoup de chapelure dans l'amorce avoir les boules qui remontaient parce qu'ils n'avaient pas laissé assez gonfler. Vous mettez cette amorce-là mouillée au dernier moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'ouvrir très rapidement parce qu'en fait, elle va vouloir absorber de l'eau qui manque, qu'on n'a pas remis. Le fait qu'elle veuille absorber de l'eau, c'est quelque chose de naturel qui se passe. C'est entre l'eau et la boule d'amorce. La boule d'amorce, les particules veulent absorber de l'eau. Donc ça fait casser l'amorce très rapidement. Et vous avez les particules qui partent au fil du courant. Et ça devient très attractif. Donc la même amorce, mouillée la veille, mouillée au dernier moment, va avoir un effet totalement différent sur le poisson. De même, si vous n'avez pas eu le temps de mouiller votre amorce la veille, le matin, vous prenez une bouteille d'eau chaude. Alors, pas vous cramer les mains, vous faites attention, là vous prenez le batteur, mais sinon une bouteille d'eau chaude et vous faites tremper votre amorce avec de l'eau chaude. Ça va avoir un effet de cuire légèrement les aliments. Il faut savoir que 90% des produits qui composent une amorce, hormis de la chapelure ou du biscuit qui sont des produits pré-cuits, ou du baby-corn qui est un produit légèrement pré-cuit, et c'est pour ça que le poisson le mange, mais quand on met du chènevis moulu dans l'amorce, est-ce qu'il vous est venu à l'idée d'utiliser un grain de chènevis cru à la leçon? Ah non, mais on le fait cuire. Pourtant, vous mettez du chènevis moulu, cru, dans votre amorce, et vous dites, ça c'est très bon. Oui, c'est très bon, parce que ça travaille, c'est huileux, et ça va attirer le poisson. Mais en aucun cas, le poisson va le manger, parce que toutes les protéines qui sont assimilables par le poisson dans le chènevis, elles vont être assimilables que si le produit est cuit. C'est quasiment la même chose avec le maïs. Et pourtant, on utilise de la farine de maïs crue. Or, la farine de maïs, il serait bon de la faire gonfler la veille avec de l'eau chaude. Et là, cette farine de maïs, elle serait très bonne pour les gros poissons. Quand vous la mouillez à l'eau froide, c'est un produit parfait, relativement pauvre, qui ne va pas gaver le poisson. Alors qu'on aurait plutôt tendance à penser que ça gave le poisson. Non, pas du tout. Suivant comment on va le mouiller, vous mouillez la veille, vous avez les plus gros poissons. Vous mouillez à l'eau chaude, vous intéressez les poissons qui veulent manger l'amorce. Vous mouillez au dernier moment à l'eau froide, vous allez avoir une amorce très attractive, mais relativement pauvre. Vous voyez, simplement en changeant la façon de mouiller et la température de votre eau, vous allez changer votre amorce. Et on n'a toujours pas parlé de produits miracles qui vont faire ça ou ça. La même amorce, vous pouvez lui faire faire beaucoup de choses, simplement en utilisant l'eau, la couleur qui va changer. Alors ensuite, vous avez le poids de l'amorce qui joue. Le poids de l'amorce, il y a des endroits où vous allez avoir des fonds vaseux, où quand vous sondez, si vous sentez que la sonde, il y a un à-coup, ça veut dire qu'elle a tendance à rentrer dans le fond et qu'il y a peut-être une vase liquide. Alors ce n'est pas le cas partout, il y a des endroits où ça existe. Donc en général, on le connaît, mais quand on n'est pas sûr de soi, on essaye de bien sonder, de lâcher la sonde 20 ou 30 cm, on la remonte et on la lâche d'un coup pour voir si elle a tendance à se planter dans la vase ou pas. Si c'est le cas, il faudra faire attention de ne pas avoir une amorce trop lourde pour pas qu'elle passe à travers la vase. Et là, elle va beaucoup moins travailler, elle sera moins efficace. Donc tout ça, c'est des petits points, mais c'est des petits points importants. Le fait de bien sonder son cou pour savoir où est-ce qu'on doit amorcer, trouver un endroit plutôt plat pour pas que les boules roulent. Parce que le fait de faire des boules rondes, je vous mets au défi, si vous avez
devant vous, dans de l'eau claire, vous posez une boule, s'il y a de la pente, vous allez voir, la boule elle roule et elle se positionne des fois qu'un mètre plus loin. Alors là, vous nous dites, ouais, j'ai amorcé à 11 mètres, je pêche à 11 mètres, j'ai pas une touche, cette amorce-là, elle vaut rien. Et puis vous voyez le voisin qui n'arrête pas d'en prendre, vous dites, lui, il a un secret dans l'amorce, c'est incroyable. Lui, il pêche sur l'amorce et vous, il pêche pas dessus, l'amorce, elle est 1 mètre plus loin. Alors, quand on n'est pas sûr de soi, j'ai une petite astuce aussi, je rajoute au dernier moment du chènevis non cuit, du chènevis cru ou grillé, encore mieux, il pétille énormément. Vous le mettez dans 2 ou 3 boules, comme ça, quand vous jetez vos boules, même si les boules roulent sur le fond, ça vous ne pouvez pas le voir, à moins de mettre une caméra, mais bon, c'est interdit en concours, vous allez voir pétiller l'amorce à l'endroit où elle se trouve, à peu près, en estimant s'il y a du courant à peu près où il est. Là, c'est plus difficile à faire, mais en général, si on pêche en étang ou autre, et souvent c'est en étang qu'on a de la pente, et si vous voyez les pétillements à 1,50 m plus loin que vous avez l'amorce, il vaudra mieux que vous ayez amorcé à 11 mètres, parce que si vous avez amorcé à 13 et que vous avez une canne de 13, vous ne pourrez pas aller au-delà, il faudra mettre du fil. Donc, ces petites astuces-là vont vous permettre de vous familiariser avec le parcours, de savoir où est-ce que vous devez amorcer, parce que même en mettant à la coupelle, la boule elle tombe à l'aplomb, mais si le fond est en pente, ça aura tendance à rouler. Alors ce que je vous conseille quand c'est comme ça, c'est d'aplatir un petit peu les boules. Ça a tendance à les faire moins rouler et elles se positionnent plutôt à l'endroit où on les a mis. Donc tous ces points-là, si c'est une pêche pour vous de tous les jours, bon ben tant pis, vous avez raté l'amorçage, vous réamorcez un peu plus près, vous arrivez à faire rentrer le poisson, surtout si vous n'avez pas mis trop d'èches, vous mettez vos èches plus près. Mais si par contre c'est une compétition, vous êtes quand même mal parti. Parce que si vous avez commencé à amorcer plus loin et que vous n'arrivez pas à pêcher dessus, là il faudra mieux mettre un peu de fil pour arriver à pêcher à l'endroit où vous avez jeté vos boules. Donc il faut être bien attentif, essayer de faire de façon réfléchie votre amorçage. Et c'est l'amorçage en fait qui conditionne rien et qui conditionne tout. Parce que pas pêcher sur son amorce, autant ne pas amorcer. Donc faites bien attention quand vous amorcez, d'être sûr que vous pêchez dessus, avant de chercher le produit miracle. Alors, on va quand même parler des produits miracles, parce qu'il y en a. Je vais vous les dire. Quand vous serez sortis de là, vous aurez le produit miracle numéro 1. Pour moi, le meilleur produit miracle, c'est le pêcheur. Par exemple, quand le brasem est sorti il y a 25 ans, c'était pas très connu par les pêcheurs. Il y avait les quelques pêcheurs de compétition de haut niveau qui avaient la combine de pêcher avec du brasem et c'était bon pour les gros poissons. Qu'est-ce que faisait ce pêcheur-là? Le brasem, il ne le mettait pas dans une amorce à ablette, puisque c'était fait pour attraper les gros poissons. Donc il commençait à mettre une amorce collante, lourde, de la terre, il la mouillait la veille, ou il la mouillait à l'eau chaude, il rajoutait son brasem. Le concours commençait, à l'époque on n'amorçait pas la coupelle, tout le monde se jetait ses 10 ou 15 boules, le voisin, lui, pas fou, il pêchait avec une amorce qui travaille, il pose un gardon, 2 gardons, 3 gardons, il commence à regarder l'autre pauvre malheureux qui a mis son brasem et qui attend, il prend rien, lui il a le sourire, mais celui qui a mis le brasem, lui il est confiant, parce qu'il sait qu'il va prendre des brèmes, parce qu'il a mis le brasem. Le fait qu'il sait qu'il va prendre des brèmes, il ne bouge pas la ligne quand il voit le voisin qui a pris 2 ou 3 gardons. Il continue à pêcher avec une ligne d'1,5 g quand tout le monde pêche avec 0,60. Il est posé par terre de 20 cm. Il a un asticot rouge, 3 vaseux. Il a un ver de terre. Il a 10 vaseux au bout d'un hameçon de 14. Et il attend. Et il serait quand même vraiment malheureux s'il y a des brèmes dans le secteur. Au bout d'une heure, il n'y en a pas une qui vienne tirer un coup sur l'amorce. À ce moment-là, lui, il ferme. Parce qu'il a la lèche qu'il faut. Il a le flotteur qu'il faut, qui ne bouge pas, il prend la brème. Et le voisin qui a pris les 40 gardons avant, il se dit aïe aïe aïe, s'il en prend une deuxième, comment je vais faire? Celui qui a mis le brasem, il est confiant. Il en a pris une, il en a une deuxième, il y revient, il ne change pas de ligne. Et le brasem, il a fait son effet. Il n'épouvante pas les brèmes, parce qu'elles sont venues dessus, mais je ne peux pas dire qu'il les attire. Je n'irai pas jusque-là, je ne devrais pas dire ça. Je le fais moi-même, mais il tourne au pêcheur. La sécurité que la pêche qu'il va faire, c'est la bonne. Et lui fait faire la bonne pêche, c'est-à-dire avec la bonne ligne, le bon hameçon, le bon élastique. Il ne met pas un élastique de 0,6, il a mis un élastique de 1 ou de 1,2 pour pouvoir maîtriser la grosse brème, ou de 1,60 si vous pêchez sur la Somme avec un flotteur plat. Et en fait, le secret de l'amorce, c'est aussi ça, c'est d'y croire.
Ne pas penser que l'autre, si vous commencez à penser que l'autre il a une meilleure amorce à côté de vous, vous êtes foutu. Vous allez faire que tourner la tête et vous dire, ben, lui il les a, moi je les ai pas. En fait, c'est d'être confiant dans ce que vous faites, réfléchi et de pêcher dessus. Ça, c'est le premier bon secret que je peux vous donner. Les additifs, ça n'aura d'intérêt que si vous y croyez. Surtout les additifs en poudre. Après, il y a les additifs liquides, comme l'Aromix, que vous connaissez. Celui-là, par contre, c'est un additif qui a un parfum, mais plus que le parfum, c'est en fait, ça va donner une compacité à l'amorce qui va faire un peu comme quand vous avez mouillé votre amorce la veille ou que vous l'avez mouillé à l'eau chaude. L'amorce va beaucoup moins travailler, et donc vous allez être moins embêté par les petits poissons. Parce qu'en fait, c'est du sucre liquide, il faut le diluer dans l'eau, mouiller votre amorce avec, et votre amorce va être plus onctueuse, et donc elle va moins travailler, elle va se concentrer sur le fond, elle attirera moins les petits, et on en revient au système de mouiller la veille et tout ça, et vous aurez plus de chances de prendre des poissons plus gros. Donc voilà aussi pour les additifs, ce qu'on peut en dire. Alors après, il y a des produits qui sont meilleurs les uns que les autres. Si vous me posez la question, mais comment tu fais quand tu vas pêcher un endroit que tu ne connais pas? Je fais comme tout le monde, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai quelques petites astuces. Déjà, s'il y a quelqu'un qui pêche, je vais le voir. Je lui dis bonjour, je regarde comment il pêche, que ce soit un jeune, un ancien, qu'il ait une canne en bambou ou une belle canne de 13 mètres en carbone, je lui donne autant d'intérêt. Parce que lui, il connaît l'endroit, moi non. Donc je vais le voir et je lui demande comment ça se passe. Qu'est-ce que vous prenez? Des gardons, des brèmes, des tanches, peu importe. Déjà, il va me guider et me dire je prends ça, je risque à lui voir prendre un poisson. La deuxième méthode, j'ouvre les poubelles qu'il y a autour du parcours, je regarde les paquets d'amorces qui sont jetés dans les poubelles. Ça me donne déjà une idée s'ils utilisent des amorces collantes, pas collantes, sombres, claires. Et rien qu'avec ça, ça me donne déjà une première approche de ce que les poissons sont habitués à voir. Je me rappelle d'un parcours à Torigny-sur-Vire, au début, je parle il y a très longtemps, il y avait un détaillant, M. Martin, qui vendait les produits sans sens et il vendait beaucoup de magique. Si vous ne mettiez pas de l'amorce magique dans votre amorçage de départ, vous attiriez 2 fois moins vite les poissons. Je ne dis pas que vous les attiriez pas, mais 2 fois moins vite. Parce que les poissons étaient habitués à ce type d'amorce. Le fait de l'accoutumance, c'est aussi très important. Vous allez pêcher au blé. Vous arrivez le premier jour, vous n'amorcez pas, vous mettez un grain de blé, pas une touche. Il est cuit, pourtant il est parfait, vous l'avez parfumé à l'anis, à ce que vous voulez. Très peu de touches. Pendant 2 ou 3 jours, vous venez jeter du blé sur votre cou, vous revenez le 4e jour, il n'y a qu'à mettre au blé. Donc il y a une affaire d'accoutumance. C'est pareil avec l'amorce. Si tout le monde jette certaines amorces à certains endroits, le poisson il s'habitue et viendra plus facilement sur ces amorces-là que sur une autre. C'est un peu vrai aujourd'hui dans les carpodromes avec les pelés et tout ça, où il y a une affaire d'accoutumance. Et après, les poissons, ils ne veulent plus que les pelés. Alors que prendre une brème au pelé, il y a 15 ans, vous pouviez toujours mettre des pelés et puis attendre bien longtemps avant d'en prendre une. La farine de poisson qui est mise en général dans les pelés, il y a des endroits, même si vous utilisez ça dans un endroit sauvage où ça n'a jamais été amorcé à la farine de poisson, non, c'est un répulsif. Le poisson, il s'en va. Steve Garner, là, qui va pêcher demain, je me souviens du championnat du monde en 1999 en Espagne, il avait voulu essayer des produits carpodrome dans le canal en Espagne où il fallait 30 à 42 kg. S'il était là, il dirait que c'est pas, il dirait que c'est vrai. Il a essayé, il ne prenait pas une carpe. Vous mettiez 3 graines de maïs et un peu d'amorce à carpe, il n'y avait qu'à mettre. Donc, il faut voir que peu de choses peuvent changer beaucoup. Et le phénomène de l'accoutumance est très très important. Un endroit où les gens vont pêcher à l'asticot constamment, le poisson va répondre plus facilement à l'asticot. Alors en France, souvent, on dit le casquer, ça ne marche pas. Oui, ça marche, pareil. Mais personne en utilise très peu. En Angleterre ou en Irlande, ça marche très bien. Pourquoi? Ils ne pêchent pas au verre de vase, ils fouillent, et ils envoient des casquers sans arrêt. Au bout d'un moment, le poisson, il comprend que c'est bon, et il le mange. Et chez nous, ça marche moins bien, parce que, déjà, vous trouvez des vers de vase dans le fond de la plupart de nos canaux et de nos étangs. Les poissons sont quand même habitués à les manger. Pourquoi le ver de vase est si formidable? Parce qu'en fait, ça c'est le gros secret. Parce que c'est quelque chose de naturel que le poisson connaît et qu'il est habitué à prendre et donc à manger en toute quiétude. Donc voilà, dans toutes ces approches de la pêche, il y a une logique basique, je dirais, vraiment de base,
de l'accoutumance des produits par rapport aux poissons. Alors, il peut arriver qu'avec un truc complètement différent de ce que font les autres, ça puisse marcher. J'ai vu des gens réussir avec de l'amorce toute jaune en plein hiver, où tout le monde avait amorcé qu'avec de la noire. Mais ça fait partie des 30%. Je vous ai dit, à 70%, je suis sûr de mon coup. Mais je ne suis pas sûr à ça. Ça fait partie des 30% d'exceptions qui font que la pêche, c'est jamais sûr. Et celui qui vous dit, c'est comme ça doit être comme ça, et vous allez faire comme ça, pour moi, il ne connaît pas la pêche. Parce que du jour au lendemain, vous allez sur une place, vous prenez 20 kg de brème, vous revenez le lendemain, la même amorce, la même ligne, vous n'en prenez pas une. Donc en fait, il y a plein de phénomènes autour de la pêche qu'il faut analyser. L'expérience sert beaucoup. Le fait de parler avec les copains, de partager les expériences de pêche, ça permet de progresser. Et tout ça, c'est très important. Donc là, tu fais la terre, on va vous faire passer la double terre pour vous montrer comment ça se fait. Donc, Alexandre va mouiller ça. Vous prenez une terre, même une terre de bord de rivière. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément le paquet. Moi, je vous montre le paquet parce que c'est plus facile avec le gelé sous la main. Donc, vous pouvez la tamiser avant, mais c'est même pas nécessaire. Alexandre, c'est un puriste, il fait ça bien, donc il veut vous montrer ça au mieux. Voilà, on enlève la terre qui est plus grosse, on a une terre plus fine, on commence à l'humidifier au vaporisateur, parce que si vous mettez de l'eau comme dans l'amorce, ça va faire des grumons trop importants. Et ensuite, on va rajouter le liant à coller, on va la laisser reposer un peu, vous allez voir qu'on peut faire des boules parfaites. Et qu'aujourd'hui, c'est le gros secret des pêcheurs de compétition. On emploie moins d'èches, mais on essaie d'utiliser les èches là où il faut. Donc on les transporte avec de la terre. En fait, la terre, c'est le véhicule des èches. Vous allez mettre vos èches à l'endroit où vous pouvez avec la coupelle, et vous allez amener les poissons à cet endroit-là. Même si parfois, on le dit des fois, il y a des parcours, les brèmes, elles se tiennent derrière l'amorce. Donc c'est vrai que ça arrive, mais souvent ça arrive, parce que vous avez ce fameux fond en pâte, et que vous avez quand même 50% des boules qui ont roulé là-bas, et vous n'en êtes pas rendu compte. Mais ça arrive quand même, surtout avec le carassin. Le carassin, c'est un poisson qui navigue autour de l'amorce, qui ne se tient pas sur l'amorce. Les Italiens, ils sont fort habitués à ça, et c'est souvent pour ça qu'on a du mal à les battre quand c'est du carassin, parce qu'eux, ils savent pêcher avec un peu de fil au-delà de l'amorce pour trouver les carassins. C'est un poisson un petit peu fantasque, qui ne réagit pas comme un gardon ou une brème, qui lui va venir exactement sur le tas d'amorce. Donc, en gros, on peut dire que si vous voulez que ce ne soit pas très collant, vous mettez entre 5 et 10% de liant à coller dans votre terre. Si vous voulez que ça soit très collant, vous mettez à peu près 20 à 25%. C'est-à-dire, si vous mettez 4 kg de terre, vous pouvez mettre 1 kg de liant à coller. Là, ça va coller énormément. Bon, en général, avec 2 kg de terre, vous en avez largement assez pour descendre vos vers de terre et votre fruit. Donc, avec 300 grammes, 250 grammes de liant à coller, c'est largement suffisant pour faire votre double terre. Voilà, vous allez voir, c'est très très collant et ça permet justement de bien maintenir les poissons. L'avantage aussi, c'est que ça ne fait pas de nuages. Et vous pouvez faire le même effet avec de la terre de somme. Vous pouvez recoller la terre de somme comme ça. Elle aura tendance à moins nuager, mais sur le fond, elle refera quand même le nuage qui peut être attractif. Donc si vous voulez une double terre qui ne fasse pas de nuages pour ne pas attirer les petits poissons, vous utilisez plutôt la terre de rivière. Si vous voulez une double terre qui tienne les èches au fond, mais qui quand même attire les petits poissons parce qu'il faut tout, vous pouvez faire soit avec de la terre de somme noire, soit avec de la terre de somme non colorée. Ça aura tendance à attirer plus rapidement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, moi, je vais parler pendant 3 heures et vous n'allez pas avoir le temps de vous expliquer. Faites des boules dans le seau. Allez-y, n'hésitez pas. Alex, tu les fais dans le seau, les boules. Sinon, je perds la mise au point. Oui. Alors, la terre de taupinière, on pourrait dire que c'est la terre de rivière. Ça ressemble, donc c'est très bon. Mais après, ça dépend du sol où on va aller la taupe. Si vous avez un sol sablonneux, vous allez avoir une terre de taupinière sablonneuse qui va peu coller. Et là, il faudra se méfier parce que ça risque à ouvrir très rapidement et avoir l'effet contraire si vous voulez maintenir les èches. Par contre, si vous voulez les libérer rapidement, ça sera très bon.
Si la taupe elle est sur un endroit où il y a de l'argile bien compacte ou de la marne, bon, ben, là, vous allez avoir une terre qui tient. Comme la taupe, elle travaille bien, elle la tamise et tout, c'est presque parfait. Je dirais, moi, ça m'arrive des fois. J'ai pas eu assez de terre, j'ai pas mon sac, je vais au bord de l'eau, crac, je ramasse d'un coup de tamis 2 ou 3 terres de taupinière, et ça fait l'effet, c'est très bon. Je vais vous raconter une anecdote il y a 2 ans. Je suis rentré dans l'équipe de France Vétéran et on a été en Serbie. Je vois là, j'ai des gens qui étaient avec moi et qui peuvent en témoigner. On a été en Serbie pêcher sur un canal pour le championnat du monde. Il fallait prendre des poissons-chats et des carassins. Donc on avait vu ce qu'il fallait faire, on avait vu le truc. Et les Italiens, ils nous espionnaient. Parce qu'ils voulaient voir comment on prenait bien nos entraînements et ce qu'on faisait. Donc on s'est dit, on va leur faire de temps en temps, ils nous ont fait des coups de Trafalgar. Alors il faut savoir que les carassins et les chats, ils n'aiment pas la terre. Et quand ils sont venus, j'ai parlé avec les copains, je dis il faut qu'on aille ramasser de la terre dans le champ parce que j'en ai pas assez. C'est pas vrai, on en avait un camion plein. Donc on est allé dans le champ et ils nous ont vus en train de creuser la terre du champ et la tamiser. On en a rempli une bassine de 40 litres. Les gars ils voulaient arrêter, j'ai dit tu continues. Il y en avait un, il nous filmait même. Le soir, ils ont fait une réunion. Ils ont pêché le lendemain au championnat du monde qu'à la terre. Nous, on a mis que de l'amorce avec très peu de terre. Et il fallait une amorce qui travaille. Et le soir, Tino Pagliari, qui a pêché avec moi à l'époque où j'étais à les seniors, il vient me voir, il me dit mais comment vous avez fait pour faire un festival comme ça avec les poissons-chats et les carassins? Je lui ai dit on a mis un peu de carpe fine avec de l'étang et très peu de terre pour le mettre sur le fond. Oh, il dit nous on a pêché qu'avec de la terre, on est vraiment stupide. Mais on les avait amenés un peu gentiment, on leur a pas dit qu'il fallait faire ça ou ça, on les a pas trompés. Ils nous ont vus tous les Français en train de ramasser de la terre dans le champ derrière, ils se sont dit c'est sûr, ils vont pêcher qu'à la terre parce que la pêche est dure. Là où ils ont pris 30 ou 40 poissons, on en a pris 150. Donc des fois, ça peut être bon, et là, pour ce type de poisson, la terre ne servait à rien, mais c'est pas plus une terre de taupinière ou autre, mais sachez que la terre de taupinière, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est de ramasser de la terre dans un champ qui a été traité avant par l'agriculture, avec des produits et tout ça, ça peut ne pas être bon, parce que ça peut, quand vous allez mettre votre fruit dedans, le tuer. Donc il faut une terre neutre, qu'elle soit de bord de rivière, de taupinière, d'un talus, c'est bon. Quand vous creusez une maison qui a des fondations, vous pouvez vous arrêter, vous tamisez la terre, vous mettez dans un sac, et puis vous pouvez utiliser cette terre-là. Après, il y a plein de terres différentes, de couleurs différentes. L'avantage d'une terre comme la terre de rivière, c'est une terre qui est relativement sombre, mais sans être colorée. Le fait qu'elle ne soit pas colorée, elle garde la couleur sur le fond. Parce qu'il y a aussi, souvent on colore avec du noir de vigne ou avec des colorants jaunes ou autres sur le fond. Il faut savoir que l'amorce, la terre qu'on va colorer comme ça, elle va perdre sa couleur sur le fond. Donc en fait, on dit on a eu le poisson parce qu'on avait mis une amorce noire, et 1h30 après, si vous allez sur le fond récupérer l'amorce, ben, c'est éclairci. Donc en fait, des fois, on raconte des choses qui ne sont pas ce qui se passe dessous, mais comme on ne les voit pas, on fantasme, et on peut tout raconter. Et à la limite, tout le monde a raison, et tout le monde a tort. Parce que je ne dirais jamais à quelqu'un, tu as tort. Parce qu'en fait, si tu prends du poisson, ben, tu as raison, la finalité, c'est celle-là. Et on peut faire des fois quelque chose de complètement décalé, et que ça fonctionne. Donc pas de problème pour la terre de taupinière, c'est aussi bon que la terre de rivière. Mais bon, la terre de rivière, elle est toute ramassée. Alexandre, il faut pas repasser le micro. Fais passer le sauce. Elle est prête là, Alexandre? Ça y est, tu l'as fait passer. Tu peux tamiser un peu de terre de somme pour certains, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, pour montrer la différence. C'est une terre qui va s'ouvrir. D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes nombreux, il y a bien des questions. On ne va pas se ficher de vous, même que vous posiez une question basique. N'ayez pas peur. Fais passer le micro. Oui, tu peux faire passer le micro si tu veux, mais bon, on arrive à entendre. Alors bon, demain, on va avoir la fameuse compétition là, sur la rivière Somme. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir vendredi m'entraîner. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas trop de mes concurrents, parce que je suis foutu si j'explique la pêche. Je ne vais pas faire comme aux Italiens, quand même, leur dire qu'il faut mettre de la terre pour pêcher avec de l'amorce, mais ça ne se fait pas. Là, c'est un match, pas amical, mais presque. Mais dans tous les cas, tout le monde veut le gagner. On a pêché vendredi dernier. Attends, une question, vas-y. Attends, on va te passer le micro, tu vas.
Est-ce que c'est intéressant de booster les amorces? De mettre du booster dans l'amorce? Alors, ça c'est l'additif. Oui, ça peut être intéressant, d'autant plus si tu mets un booster que tu y crois. Si tu mets un booster pour les gros poissons, ben, ça va être bon pour le gros poisson. À partir du moment où tu vas mettre ton booster dans une amorce qui colle, qui reste sur le fond longtemps, et qui toi te plaît, et que tu pêches avec une ligne, un flotteur, qui va correspondre à la pêche des gros poissons. Que tu utilises une èche qui va correspondre aux gros poissons, tu vas pêcher au terreau, au maïs. Et ça va être très bon. Maintenant, le booster seul, tu le mets comme ça, je ne peux pas t'assurer qu'il va y avoir que des gros poissons qui vont venir. Parce que les petits, ils aiment aussi le même produit. Soit ça les épouvante, mais il n'y a quand même pas trop de choses qui épouvantent le poisson. Donc oui, ça sera bon, d'autant plus que tu vas y croire. Toutefois, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis rentré chez Sansas en 86. J'ai mis au point la plupart des amorces que vous voyez là-devant. Je ne les ai pas mis au point comme ça. Ça n'a pas été fait sur un coup de tête pour dire c'est un coup commercial, on va vendre ça. Je voulais être sûr que mes amorces, elles fonctionnent, elles attirent du poisson et elles marchent partout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup d'essais. Alors, avant de rentrer chez Sansas, j'étais pêcheur déjà. J'allais au bord des rivières claires. Je jetais des boules d'amorce, je regardais, je suis resté accroupi des heures entières, tout jeune, à regarder le travail de l'amorce dans le fond, voir comment elle réagissait, voir comment les poissons sauvages. J'ai fait aussi des essais dans mon bassin. J'avais un grand bassin chez moi, je ramenais des poissons de la rivière, je les laissais s'acclimater 4 ou 5 jours, je les amorçais, je les regardais faire. Alors aujourd'hui, on pourrait faire des trucs formidables, parce qu'on a des caméras, on a tout ça, donc on pourrait filmer. C'est vrai qu'il faudrait même faire ça. Et on donnerait des explications qui seraient encore plus visibles à tout le monde à comprendre. Et moi, j'essayais d'aller dans des endroits clairs, je jetais mes boules et je voyais les poissons arriver. Alors, dans mes petites rivières du sud-ouest, il y avait beaucoup d'ablettes, de gardons, de goujons et de chevets. Alors, vous aviez les goujons qui arrivaient en premier, puis les gardons. Il arrivait quelques ablettes, mais les ablettes, elles se tenaient en général juste en dessous, légèrement décollées, et elles prenaient les goujons, ça fouille de l'amorce, et les particules d'amorce partaient dans le coin, les ablettes venaient les prendre. Dès qu'il arrivait un chevenne de 100 grammes à travers des petits poissons de 30 grammes, il n'y avait plus un autre poisson sur le coup. Pas qu'ils avaient peur d'être mangés, le chevenne ça peut être carnassier, mais ça n'attaquait pas. Le seul truc par la taille, s'il venait un gros gardon, de 200 ou 300 grammes à travers, il chassait les autres. Et en fait, je me rendais compte que les gros poissons, ils étaient toujours à l'endroit où il y avait le plus gros temps et où il y avait le plus à manger. Donc c'est pour ça que l'histoire de la coupelle et de remettre les èches va faire que vous allez concentrer les poissons, et surtout les gros, parce que les gros, quand ils arrivent, ils écartent les petits. Donc si tu mets ton booster, tu peux aussi en mettre une petite quantité dans ta coupelle avec 1 ou 2 boules d'amorce seulement, bien les positionner à l'endroit où tu sais que tu vas pêcher et où tu peux pêcher, parce que si tu as un peu de courant, il faut que tu regardes à l'endroit où ta ligne pêche bien et où tu peux bien l'arrêter. C'est à cet endroit-là que tu dois mettre ton amorce pour ensuite, quand tu vas pêcher là, tu auras plus de chances d'attraper ton poisson. Alors, pour revenir aux essais, la 3000 étangs, qui est, je dirais, l'amorce la plus passe-partout et universelle, si on me dit que tu t'en vas dans une île déserte, tu ne connais pas le parcours, on te bande les yeux, tu dois prendre une amorce pour attirer du poisson, qu'est-ce que tu prends? Je prends un paquet de 3000 étangs. Après, je ramasse du sable, je l'alourdis, je mouille la veille, elle travaille moins, je la mouille à l'eau chaude, elle va être bien pour les gros poissons, je la mouille au dernier moment, elle va attirer, je la mouille peu, je peux pêcher entre 2 eaux au rappel. Donc en fait, avec cette amorce-là, on peut arriver à tout faire. Quand j'ai mis l'amorce au point, moi je suis particulièrement gourmand, malheureusement ça se voit, et j'aime bien les produits sucrés et à odeur de vanille. Donc pour moi, la vanille reste un additif qui est bon pour moi. Les poissons, ils n'en ont peut-être rien à faire. Mais moi, ça me plaît. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait cette amorce. J'allais amorcer dans les étangs autour de l'entreprise, à 7-8 mètres du bord. Je posais mes boules. À l'époque, on n'avait pas des coupelles, mais on avait Jean-Jacques Chaumet, notre copain qui pêchait avec nous. Il avait inventé la coupelle avant tout le monde. Il avait mis sur un manche d'épuisette et sur une canne très puissante une passoire. Il avait enroulé avec du scotch et on posait les boules comme ça. Donc je faisais ça, j'amorçais à
5-6 mètres du bord, relativement court. Je posais mes boules pour ne pas avoir d'effet de lancer. Dans les boules d'amorce, je ne mettais rien, pas d'èche, rien. Je mouillais la même amorce, la même consistance. Je faisais 3 boules d'un côté et 3 autres boules dans lesquelles je rajoutais un petit peu de vanille. Et je posais à égale distance et sur le même fond, un coup à gauche, un coup à droite. Je faisais l'expérience plusieurs fois. Des boules d'amorce sans rien, sans additif. Des boules d'amorce, la même, avec la vanille. 99% des cas, j'ai toujours eu plus de touches là où j'avais mis la vanille dans l'amorce. C'est pour ça que quand vous sentez la croix végétale, ça sent la vanille parce qu'il y en a dedans. Tout simplement par des essais aussi basiques que ça, et à 99% des cas, j'avais plus de touches sur l'amorce où j'avais mis l'additif que non. Alors j'y crois pas, mais comme j'aime ça, j'y crois, et j'ai quand même vu sur les trucs que ça pouvait faire effet. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas un produit miracle qui ne pourrait pas exister, je vous laisse la question. Vous avez le droit d'y croire, c'est pas stupide. Mais, dans 70% des cas, ça ne sert à rien. Mais c'est peut-être pas stupide, et peut-être qu'un jour, on trouvera vraiment quelque chose qui attirera le poisson à tous les coups. Ce que je suis sûr, c'est que le ver de vase, dans les eaux qu'on a chez nous, c'est un des plus gros produits miracles qui existent. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. D'autres questions? Oui? Oui, alors moi je vais poser une question, est-ce qu'on peut avancer deux endroits différents? Parce que quand on voit, il y a le carnassier qui arrive sur ce remplacement. Alors, effectivement, ça c'est une très bonne question. Moi personnellement, il m'arrive souvent d'amorcer 2 coups à exactement la même distance, notamment quand il y a des poissons de chat. Les carnassiers, je vous dirais que j'en ai pas trop peur, et que si un carnassier que vous ayez amorcé à 2 coups, bon, il va vous gêner partout. Mais par contre, le poisson de chat, il peut être embêtant par rapport à des brèmes. Parce qu'en général, on peut prendre les brèmes décollées, et si on veut prendre les belles, elles sont plutôt au fond. Les poissons de chat, ils mordent au fond. Alors moi, j'ai trouvé une astuce qui me permet de séparer les chats des brèmes. Ce que je fais, je mets de l'amorce, plutôt claire, avec du sang, avec des èches mortes. Je rajoute du sang dans mon amorce, alors je vais prendre de la carpe fine et de l'étang, c'est ma base pour le chat. Je mets du sang dedans, je mets des vers de terre coupés, des casters écrabouillés, des asticots morts. Et ça, je vais le poser, si le courant va de droite à gauche comme ça, je vais le poser à l'amont, à la coupelle, 5-6 boules d'amorce super compacte, bien collante, là. Et 1 mètre à l'avant, je vais mettre de l'explosive brème, avec un peu d'étang, avec de la terre de somme, une amorce moins collante, je vais y mettre du fouillis dedans, je vais mettre cette amorce à l'aval. Déjà, le premier effet, comme le coup, pourquoi à l'aval? Parce que quand le courant se fait, ça va faire du nuage à mon amorce, et si j'avais fait le contraire, j'avais mis mon amorce nuageante à l'avant, elle allait venir recouvrir mon amorce qui ne nuageait pas. Donc en fait, ça n'aurait eu aucun effet. Le fait que je mette mon amorce nuageante à l'aval, elle va attirer les poissons, les chats et les brèmes, mais les chats, ils n'aiment pas trop le nuage, et ils n'aiment pas la terre. Donc je vais mettre pas mal de terre de somme. Il y a de fortes chances que mes chats ils vont aller se positionner à l'endroit où j'ai mis ma grosse amorce bien riche, avec du maïs, avec des vers de terre coupés, avec des asticots morts. Je vais mettre les chats à l'endroit et avoir plus de chances de prendre les brèmes. Alors, si les chats sont gros, je vais pêcher lourd, caler sur l'amorce du haut, je vais prendre plein de chats très vite, et ça peut être bon. Si au contraire la pêche se durcit, ou qu'il y a vraiment des belles brèmes, je vais pêcher là où je vais pêcher les chats avec 2 grammes, je vais mettre un 0,40, juste à ras du fond, je vais le jeter à l'aval de l'amorce, de la terre collante, enfin de l'amorce collante, où peuvent être les chats, pour pas qu'un chat puisse me prendre dans la descente. Je vais laisser glisser ma ligne, et ensuite je vais la caler dès que je vais être à l'aval de mon amorce. Là, le bas de ligne va remonter, j'ai 9 chances sur 10 de prendre un poisson blanc, un gardon ou une brème. Souvent, on me demande, est-ce que vous avez un truc pour épouvanter les chats? Je dis non, mais j'ai un truc pour les attirer. Ah oui, mais on ne les veut pas. Mais justement, on les attire à un endroit et on pêche les poissons blancs à un autre. Donc, ce que vous me demandez, je ne réponds pas tout à fait à votre question par rapport au carnassier, mais c'est la même chose. Sinon, par rapport au carnassier, comme j'expliquais au départ, les amorces claires sont souvent néfastes quand il y a beaucoup de carnassiers,
Parce que le poisson, il fait plus mimétisme avec le fond. Et donc le poisson, il a peur d'une amorce. Il est attiré très rapidement, mais il ne reste pas. Si vous avez une amorce trop claire, le poisson, il va papillonner autour, il va prendre les èches qui s'en vont, prendre les particules de l'amorce qui s'en vont, il ne va pas venir sur l'amorce à l'endroit où vous avez amorcé. Et vous allez avoir plus de difficultés à le trouver, et vous allez donc perdre du temps, parce qu'un coup, il va falloir jeter au-delà, un autre coup plus court, un autre coup à l'aval, un autre coup à l'amont. Parce qu'il arrive, même en rivière, de prendre les poissons mieux à l'amont que sur l'amorce. Ça, je l'ai souvent vu. Parce que des fois, il y a des perches, des gros poissons qui viennent, qui les poussent. Comme je vous disais, quand il y a même une grosse braine, 2 ou 3 ou 5 qui viennent sur le coup, vous risquez de prendre vos gardons au-dessus de l'amorce. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est le comportement naturel du poisson. Donc pour les carnassiers, évitez une amorce trop claire. Choisissez plutôt une amorce brune, voire noire. Vous aurez moins de chances d'être embêté par les carnassiers, parce que les poissons feront davantage de mimétisme avec votre amorce, et donc attireront moins le carnassier. Mais si vous avez beaucoup de petits poissons qui papillonnent, ça va quand même attirer les carnassiers. Donc oui, c'est très bon de faire 2 coups, mais entre mes 2 coups, il peut y avoir que 1,50 m à 2 mètres, et c'est tout. J'amorce pas à 10 mètres l'un de l'autre, mais ça suffit. La combine pour les poissons-chats, elle est excellente. En distance, là, c'est différent, parce que dès que vous allez amorcer en distance, souvent, vous n'avez pas le même fond. Vous n'avez pas les mêmes poissons. Parce que des fois, vous avez une première cassure à 5-6 mètres. En général, là, vous avez des poissons plus petits. En général, des fois, il arrive que ce soit les gros, qui longent cette cassure parce que c'est une protection. Après, il y a les herbes, ils vont se cacher les carnassiers. Donc, ils restent le long de cette cassure. Et au large, vous n'avez que des gros, parce que les petits poissons n'osent pas y aller, parce qu'ils se font attaquer par les carnassiers. Donc ça, c'est le cas. Et c'est des fois très bon d'avoir un coup à 6-7 coups et un autre coup à 11 mètres pour les plus gros poissons. Et ça ne sera pas la peine d'aller chercher les plus petits là-bas, parce qu'ils ne s'y tiendront pas, parce qu'ils ont peur. Donc ça aussi. Mais le fait de le faire dans la même coulée, c'est très intéressant. Et il y a peu de pêcheurs qui le font. Je vous assure que c'est meurtrier et efficace pour la taille des poissons. Parce que vous arrivez à positionner certains poissons sur un coup et d'autres poissons sur un autre. Enfin, je parle des chats, vous n'avez pas trop ce problème dans le nord parce qu'il n'y en a pas. Mais à partir de Paris et en descendant, il y a, je dirais, un parcours sur 2 où on trouve des chats. Alors, des fois, c'est très bon de les pêcher, mais quand vous avez des chats de 15 grammes, ceux-là, ils vous font pas rire parce que vous n'en avancez pas, vous ne faites pas de poids, ils vous piquent et il vaut mieux prendre des brèves de 500 grammes. Donc voilà. Il y avait d'autres questions? Oui, c'était sur l'utilisation des traceurs, des choses comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de nuages, j'imagine que ça peut paraître. Alors, l'utilisation des traceurs, bon, on a le Tracix, on a toutes les couleurs. Donc ça, ça colore l'amorce, donc ça va dans le sens, au dernier moment, si vous n'aviez pas prévu, vous arrivez, il y a un imprévu, la rivière est en crue, hop, vous remettez un peu de Tracix rouge dans votre amorce, et automatiquement, vous allez avoir une amorce qui va être plus attractive. Au contraire, vous arrivez, l'eau est toute claire, il a gelé dans la nuit, vous voyez le fond à 4 mètres, comme ça risque d'être le cas demain, il vaudra mieux mettre une amorce un petit peu plus sombre. Et bien, si vous n'avez pas prévu une amorce sombre, vous mettez un peu de colorant noir. Ça ne va pas être 100% parfait parce qu'elle risque de se rééclaircir pendant la pêche, mais si vous en remettez au fur et à mesure, vous allez arriver à tenir le poisson. Donc dans ce cas-là, c'est très intéressant. Mais le traceur a aussi un autre intérêt, c'est qu'il attire énormément. Parce que le nuage, en fait, ça attire les poissons. Et automatiquement, vous allez attirer beaucoup plus de poissons. L'inconvénient, c'est que souvent, ça attire les petits. Parce qu'en général, il y a plus de petits que de gros. Et de trop tracer, des fois, mais on est envahi de petits poissons. Alors, il vaut mieux être envahi et avoir beaucoup de touches que de ne pas être envahi et d'attendre pendant 3 heures la touche. Donc tout ça, c'est une affaire de quantité de poissons et d'évaluation par rapport à la pêche qui doit être faite. Mais je dirais qu'en règle générale, le traceur vous permet de garder soit un mimétisme sur le fond quand vous allez employer un trace du brun ou du noir pour colorer votre amorce parce que vous avez le clair, soit de faire un traceur qui va attirer énormément avec du jaune ou du blanc. Alors dans le temps, c'était la mode sur la rivière, sur la Seine, et beaucoup de pêcheurs, ils pêchaient avec du blanc pour les brins. Et ça marchait. Mais ça marchait parce qu'il n'y avait que des brins à attraper. Il y avait quelques gardons,
Et en fait, on disait, ah, sur les brèmes, c'est formidable, mais vous auriez mis du jaune, c'était aussi bon. Alors après, on dit que le poisson ne voit que deux couleurs, le sombre et le clair. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'an 2000, pour ceux qui étaient nés, hein, il y en a des jeunes là qui n'étaient pas nés, mais il y en a d'autres qui étaient nés et qui pêchaient déjà, ils avaient fait les fameux asticots bleu, blanc, rouge. Et j'avais eu des asticots bleus dans ma boîte. Donc, on met un blanc ou un jaune, c'est une couleur claire. Donc, on peut penser que le poisson, il voit le clair. On met un rouge, c'est une couleur sombre. Donc, on peut penser que le poisson, comme il ne confond pas le clair et le sombre, il peut comprendre qu'il préfère le rouge parce qu'il est sombre. Donc, ça voudrait dire qu'en mettant un bleu, je devrais avoir autant de touches. Or, quand je mettais le bleu, j'avais 3 fois moins de touches que quand je mettais le rouge. Donc, ils ne voient pas les couleurs. Apparemment, les scientifiques se sont penchés là-dessus. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il fait une différence entre le bleu et le rouge. Pourquoi, je ne sais rien. Mais en règle générale, et souvent, les asticots rouges marchent mieux. Alors, on aurait pu croire, mais parce qu'ils sont sombres. Alors, on aurait pu faire colorer les asticots en noir aussi. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Je ne veux pas raconter de bêtises. Ce que je sais, c'est que la couleur rouge marche très très bien, surtout pour les gardons, et marche en général très bien. La couleur blanche marche très bien sur les carassins. La couleur jaune bronze marche très bien sur les carassins et sur les carpes aussi. Au final, les carpes, les carassins seraient meilleurs avec des couleurs plutôt claires, blanche, jaune ou bronze, et les gardons, ça serait mieux sur du rouge. Et du bronze aussi, parce que le bronze, je le mettrais au milieu entre le jaune et le rouge. Il peut faire un peu les deux. Et ça marche souvent. Alors, le bronze marche très bien quand vous allez en Irlande ou en Angleterre, où là-bas ils pêchent beaucoup au castor. Vous mettez les asticots bronze, c'est formidable. Et là, par exemple, demain, j'ai fait l'essai, les asticots bronze marchent bien sur les gardons. Bon, les rouges aussi, mais les bronzes marchent très bien. Ça permet même de les prendre un peu plus gros, ce que j'avais vu à l'entraînement, ce ne sera peut-être pas vrai demain. Et voilà, donc tout ce qui est colorant, ça a un effet et ça demande à être bien réfléchi quand on l'utilise. Mais c'est souvent plus pour attirer que réellement qu'autre chose. Moi, je voulais simplement revenir sur le champ grillé que vous avez parlé tout à l'heure, et le champ grillé sur le pour appeler l'amorce. Je voulais savoir, il est conseillé de le mettre la veille, alors mélange sec, ou la veille mouillée, ou au dernier moment, il y a quelle dose? Alors, voilà. Donc le chène de vie moulu cru, vous pouvez aussi le faire cuire. Et là, il devient très très intéressant parce que là, le poisson, il va assimiler les protéines qui sont dans le chène de vie et ça devient un produit qui va le nourrir. Et donc, pour lui, ça va être meilleur. Donc, il va le prendre, il va le manger, il va le garder. Le cru, ça va bouger, ça va faire tout ça, mais il ne va pas le manger. Donc, si vous savez que la pêche est difficile et qu'il ne faut pas qu'il se garde, vous mettrez du cru pour l'attirer. Et vous le tiendrez sur votre cou avec un peu de fouillis, un peu d'asticot. Si par contre, vous savez qu'il y a beaucoup de poissons qui vont manger énormément, vous allez faire cuire votre chène de vie, vous allez le rajouter. Le mettre la veille, c'est bon. Alors, l'inconvénient, si vous ne l'avez pas fait cuire, ou si vous l'avez fait cuire et qu'il fait chaud, que vous le mettez la veille et que vous le laissez à température, il va faire tourner l'amorce à une vitesse incroyable. Quand vous avez beaucoup de chène de vie dans l'amorce, s'il fait chaud, il fait tourner l'amorce. Donc, attention, avec le chène de vie, il vaut mieux mouiller votre amorce la veille, faire cuire votre chène de vie, le garder au frigo et le rajouter au dernier moment dans les boules que vous allez jeter. Le chène de vie grillé, moi je l'utilise plus, c'est mes yeux. Je dirais que c'est les yeux du pêcheur au fond de l'eau. On n'y voit pas, donc il faut savoir où est-ce qu'on a amorcé. Pour savoir où est-ce que se sont arrêtées les boules, je mets du chène de vie dans mes amorces pour le voir pétiller à la surface, pour savoir que c'est à cet endroit-là que mes boules sont et non pas à l'endroit que je pensais peut-être initialement. Le chène de vie grillé me sert d'indicateur de repère d'endroit d'amorçage. Le chène de vie cru me sert d'attractivité sur le poisson sans le gaver. Le chène de vie cuit me sert pour maintenir le poisson et surtout les gros. Alors, les doses, pour faire pétiller, vous n'avez pas besoin de le mettre dans toute l'amorce. Si vous le mettez dans toute l'amorce va éclater, et vous allez avoir l'amorce qui va travailler à un moment, et après le poisson va s'en aller parce que vous n'allez pas le tenir. Des fois, on dit, ah ben ouais, mon amorce, elle n'est pas bonne, j'ai perdu le poisson au bout d'une demi-heure. Non, vous ne l'avez pas perdu, simplement l'amorce, elle s'est ouverte, elle a lâché toutes les èches qu'elle devait lâcher, et les poissons, ils se sont barrés parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc là, il faudra faire une amorce avec une compacité différente, plus ou moins collante. Donc vous pourrez réutiliser
le liant à coller gris qu'on emploie pour coller la terre, pour faire la double terre, vous en mettez dans 3 ou 4 boules. Dans les autres, vous les serrez un peu plus fort, et les autres, vous les serrez un peu moins fort. Et vous allez avoir, celles qui sont serrées un peu moins fort vont libérer immédiatement, avec un peu de chènevis grillé encore plus vite, elles vont attirer les poissons. Celles qui sont serrées un peu plus fort, elles vont se libérer dans un deuxième temps, et celles qui sont vraiment compactées avec de la colle ou de l'amorce mouillée la veille qui ne va pas bouger, elle va tenir le poisson sur le fond. Donc vous pouvez avoir avec la même amorce un effet qui va vous permettre de libérer, de maintenir le poisson dans le temps réparti de ce que vous voulez pêcher. Alors si vous voulez faire une pêche très rapide d'1 heure et demie ou 2, vous faites plutôt une amorce qui ouvre. Si vous voulez pêcher la journée, vous faites un peu d'amorce qui ouvre et beaucoup d'amorce qui tient. Donc voilà, donc, en gros, vous mettez 5% de chènevis grillé, ça suffit. Si vous mettez du chènevis cuit moulu, vous pouvez aller jusqu'à 25-30%. Les endroits où les poissons sont habitués à être pêchés au chènevis, c'est très bon. Parce qu'ils sont habitués, ils connaissent ça, et ils vont le manger. Le chènevis reste quand même un produit très très bon pour la pêche. C'est un des meilleurs produits. Chapelure, chènevis, biscuits et maïs, vous savez, vous avez une bonne amorce. Vous faites un quart de chaque et c'est bon. Et après, vous rajoutez un peu de terre pour lui donner le poids, pour être sûr qu'elle va sur le fond. Vous ne vous tromperez jamais. Après, vous la mettez de la couleur qui correspond au fond. Vous mettez la terre du coin qui va mettre la couleur qui correspondra à la terre qui se trouve sur le fond. Et vous n'allez pas vous tromper. Si vous aimez le brasem, vous mettez un peu de brasem. Si vous aimez la vanille, un peu de vanille. Si vous aimez le spéculoos, vous mettez un peu de spéculoos. Et ça va faire son affaire aussi. Ça n'épouvante pas les poissons. Mais ne lui accordez pas, outre mesure, un attrait plus que ça. Mais si vous y croyez, c'est infaillible. Donc voilà, en gros, entre 25 et 5% pour le chènevis, c'est ce qui correspond, suivant comment vous allez l'utiliser. D'autres questions? Il y a quelqu'un? Oui. Pour le rappel, à partir de quel moment vous décidez de rappeler en rafale? Tout à fait, c'est une très bonne question. Le rappel, ça c'est quelque chose, c'est très délicat en fait, il n'y a pas de règle. Effectivement, pour tenir le poisson sur le cou, il faut le tenir en haleine. Si on lui met tout d'entrée, il mange, et puis après il dort, quand vous avez bien mangé, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la sieste. Bon, je ne dis pas que le poisson a une réaction humaine, mais quand il a bien mangé, il n'a plus faim. Quand vous commencez à attraper les gardons et qu'il vous recrache l'amorce, en général, ça ne continue pas longtemps à mort. Donc, le mieux, c'est de mettre de l'amorce qui travaille rapidement, qui attire, et après, maintenant, avec la coupelle, on est hyper précis, de remettre au fur et à mesure. Mais il y a des fois, quand vous remettez quelque chose, aussi distrait que vous soyez, le poisson a peur, et ça en va. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre plutôt un amorçage massif et pas y toucher. Par contre, si le poisson, à 80% des cas, ça lui plaît de remettre, ça sera bon de remettre à la coupelle alors. Moi, je prends comme exemple, par exemple, quand vous avez des gardons, les brèmes arrivent sur votre cou, vous commencez à prendre une brème, 2 brèmes. Là, vous dites, je ne vais pas les tenir, il va falloir que je remette. Alors, il y a 2 voies. Soit vous pensez qu'il y a 15 brèmes à attraper, vous en avez pris 2, là, il faudra remettre. Soit vous pensez qu'il y a 3 ou 4 brèmes à attraper, et là, il ne faudra pas remettre. Parce que souvent, quand on remet, le peu que la boule fasse ça, le poisson, il se dévie et il revient. Mais peut-être que ces brèmes, si elles avaient déjà mis 3 quarts d'heure avant de venir, dès que vous allez l'avoir écartée du coup, elle ne va plus revenir, vous n'en prendrez pas d'autres. Et des fois, il m'est arrivé que je sens qu'il faudrait que je remette ma boule, ça c'est plus du feeling qu'une vraie raison. Ça se ressent, là. Alors, on dit, il faudrait que je ramorce, on ne le fait pas. Ça m'a permis de prendre les brèmes jusqu'au bout et de racler toutes celles qu'il y avait. Et des fois, d'avoir réamorcé trop tôt, ça m'a porté tort. D'autres fois, au contraire, de ne pas avoir réamorcé suffisamment tôt, mon voisin au-dessus, il a remis avant moi, il me sort les brèmes, je ne les revois plus. Donc, si vous voulez, c'est difficile de vous donner une vraie réponse. La réponse, c'est celle-là. C'est, si vous pensez qu'il y en a pas mal à faire, il faudra rappeler très rapidement pour tenir votre poisson. Si vous pensez que la pêche est dure et qu'il n'y a pas tant que ça de poissons à faire, il faudra peut-être rester très discret, ne pas en mettre. Bon voilà, ça c'est la base. Après, rappelez à la main. Quand vous amorcez à la main au départ, vous posez la ligne. Dans les 3 minutes qui suivent, vous avez une touche.
vous ne risquez rien de rappeler à la main. Le poisson n'a pas peur du bruit, parce qu'il avait peur du bruit, il ne serait pas venu rapidement sur les boules. Si par contre vous amorcez à la main, au bout d'une heure vous avez la première touche, là, méfiance, pas de rafale, pas de rappel à la main, à la coupelle. C'est basique, mais c'est efficace. Si le poisson vient immédiatement aux boules, je vois beaucoup de pêcheurs, ils amorcent, ils ont des touches de suite, ils mettent à la coupelle derrière, c'est bien, ça. Mais il ne faut pas avoir peur de faire du bruit. Et des fois, il y a des rivières qui préfèrent le bruit, et les poissons viennent au bruit. Donc il faut mettre une rafale pour faire revenir du poisson, ou pour l'exciter de nouveau, parce que vous créez une concurrence alimentaire en remettant pas mal de boules et en faisant du bruit. Les poissons arrivent là, ils veulent tous manger en même temps, ils se jettent sur tout ce qui bouge. Dès qu'il n'y a plus de concurrence alimentaire, ils se mettent sur le fond, ils se méfient, ils regardent votre verre de vase, ils retournent. Moi je vois, il y a 15 jours, on était à Toul, à la finale du Challenge Sansas, dans le canal, l'eau était très claire, on prenait des gobies. Bon, le gobie c'est comme un goujon, quoi. Vous amorcez, ils viennent dessus, vous les prenez, puis au bout d'un moment, on voyait les asticots ou les vers de vase, quand on les descendait, on les voyait prendre. Moi, je les ai pêchés à vue. Le premier jour, j'en ai pris 170 à vue. Comme ça, derrière les pieds d'air, c'était pas une grande pêche, mais je peux vous dire que je descendais l'asticot, je le voyais arriver, tac, il se détournait, il ne le prenait pas. C'est pas possible. Je lui faisais danser un peu, et en fait, je recréais, si je jetais une petite pincée d'asticot, j'en mettais 7 ou 8, ça faisait du bruit. Je recréais une concurrence alimentaire, parce qu'au lieu qu'il y en ait un qui s'approche, il y en avait 3 ou 4. Dès qu'il y en avait 3 ou 4, c'était le plus gros qui sautait, le premier sur l'asticot, sur le verre de vase. Donc en fait, de recréer une concurrence alimentaire, ça relance le poisson pour mordre, même s'il a plus faim, parce qu'il préfère manger avant son voisin, il veut lui piquer. Ça, c'est dans la nature, parce que souvent, ils n'en trouvent pas suffisamment. Donc nous, on apporte abondance de bien quand on amorce. Donc au bout d'un moment, ben, c'est trop facile pour eux pour manger, et ils s'endorment un peu. Et si vous les relancez, ben, ça va être bon. Donc le rappel à la main, dans 90% des cas, c'est bon quand le poisson arrive rapidement sur votre coup de démarrage à la main. Quand le poisson met beaucoup de temps à venir sur votre coup de démarrage à la main, à la coupelle. Voilà. Maintenant, il n'empêche pas de pouvoir tenir la coupelle, un mètre au-dessus de l'eau et de la lâcher pour être précis, pour faire du bruit, ou pour faire aussi, parce que l'amorçage à la main, il a le fait de faire du bruit et le fait de faire ouvrir l'amorce plus rapidement. Parce qu'attention aux amorces trop collantes quand vous amorcez à la coupelle. Parce que le fait de la poser, vous n'avez pas la puissance du contact avec l'eau, et ça fait défaire la boule beaucoup plus lentement. Alors ça peut être bon pour tenir le poisson, mais ça peut être pas bon du tout pour l'attirer. Voilà. D'autres questions? Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, vous avez résumé, je ne vais pas tout l'expliquer. Bon, en règle générale, l'hiver, les poissons s'alimentent moins. Ça, c'est psychologique, physiologique, je dirais, dans les poissons. Ils s'alimentent moins l'hiver, mais ils s'alimentent quand même. Donc, en règle générale, ils prennent plutôt des èches comme le ver de vase. Bon, vous pouvez en prendre au ver de terre l'été, l'hiver, mais bon, ça mord quand même moins. Si vous pêchez au maïs ou au blé l'hiver, ça va être moins bon. Ça sera meilleur avec des èches qui remuent, qui vont l'exciter, etc. Ensuite, ben, vous avez les graines qui marchent, je dirais, dès que ça commence à chauffer. Donc ça dépend de la température de l'eau. Dès que vous avez des eaux qui commencent à dépasser les 17-18 degrés, la graine va être bonne. Et l'idéal, c'est quand l'eau est à 24-25 degrés. Souvent, quand l'eau commence à manquer d'oxygène, c'est là où la graine est le meilleur. Et au contraire, les èches animales vivantes sont beaucoup moins bonnes. Je me souviens aussi d'un championnat à Toulouse sur la Garonne. J'étais allé voir, il y avait un championnat de 2e division, donc il y avait à l'époque les grands pêcheurs du moment. Et ce championnat s'était passé comblé. Un championnat de France où, au ver de vase, vous preniez 3 petites ablettes sur le fond, vous pêchiez au blé, vous avez un gardon de 150 à 300 grammes à tous les coups de ligne dans un championnat. Donc je l'ai vu et ça fonctionne. Aujourd'hui, maintenant, avec les carpes, il n'est pas rare, on prend les poissons au maïs et il n'y a pas de problème. Donc oui, la graine en été, et puis de nouveau sur l'hiver, plutôt les èches vivantes, les asticots ou les vers de vase. C'est vrai que le ver de vase, quand la pêche est très dure, par chez nous, c'est ce qui domine.
Et même quand c'est très 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 dur, des fois il faut même mettre du fouillis à la maison. Parce qu'ils ne prennent plus les vers de vase. Et ça, c'est des cas extrêmes. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut dire hiver, printemps, les éches animales, fin de printemps, été, les graines, et de nouveau mi-automne, hiver, de nouveau les éches animales. Mais ça n'empêche pas qu'on va prendre à l'asticot, ça va quand même prendre toute l'année, ou au ver de vase aussi. Alors que la graine, l'hiver, c'est quand même moins bon. Mais si vous étiez vraiment persévérant, d'amorcer constamment votre coup à la graine, même l'hiver, vous arriverez quand même à faire mordre les poissons. Moins bien qu'en été, mais ils mordraient quand même. Le pain est bon aussi. Le pain, alors le pain c'est très bon l'hiver. Très 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 bon l'hiver, dans les eaux cristallines. Alors c'est souvent dans les championnats, c'est interdit, parce que s'il y a une pâte agglomérée, on n'a pas le droit. Mais pour pêcher tout seul, vous pouvez le faire. En concours, c'est pas interdit, donc vous pouvez le faire. Et il y a des parcours. Je suis sûr que là, dans la Somme, vu la couleur de la rivière, au pain, c'est fantastique. J'ai vu personne y pêcher, je ne vais pas le faire, mais je suis sûr que c'est bon. Je ne vais pas essayer à l'entraînement, mais je suis sûr que vous faites les gardons 2 fois plus gros. Le pain en hiver, c'est quelque chose qui marche très très bien dans des rivières à courant, avec une eau très claire. Le pain, c'est très bon. Et pour les mystiques, bonjour. Oui. Comment vous l'employez et dans quel pêche? Alors, c'est vrai que le mystique, ça se perd un peu. C'est moins utilisé par les pêcheurs. Et pourtant, c'est redoutable. C'est très très bon. Mais bon, maintenant on trouve du ver de vase un peu partout. Alors, l'idéal du mystique, c'est déjà, il vaut mieux amorcer avec du fruit dans votre amorce. Parce qu'en fait, le mystique, c'est le rouge du moins, celui qui marche le mieux. C'est en fait pour ressembler au ver de vase. C'est un leurre. Donc on n'a pas le droit dans les championnats. Championnat du monde, tout ça, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est de la pâte, donc on n'a pas le droit. C'est ce qui peut-être a fait qu'on l'utilise moins. Mais c'est comme un leurre en fait. Ça c'est fait pour ressembler au ver de vase. Et souvent, ça permet de trier les gros gardons. Alors moi, souvent, je l'emploie panaché avec un ver de vase ou 2. Je mets une boule de mystique, comme ça fait une éche plus grosse. Et j'ai tendance à attraper le poisson plutôt plus gros. Et j'ai souvent remarqué que ça marchait très très bien. Ça marche l'hiver. Ça marche quand on pêche à la graine au chènevis. Vous mettez une boule de mystique rouge, alors que vous avez amorcé au chènevis, vous faites un gros gardon. Donc c'est une très bonne éche à certains moments, et ça permet en général de trier les poissons. Maintenant, c'est pas meilleur que le ver de vase. Mais en complément, c'est une bonne éche et vous pouvez l'utiliser sans crainte, ça marche. Ça marche encore, mais il y a très peu de pêcheurs maintenant qui l'utilisent. Alors pour les autres couleurs, ben, le noir c'est censé être utilisé comme un grain de chènevis. Il y en a même qui vont à pousser le vice de mettre un peu de mystique noir avec une pointe de mystique blanc pour faire penser au poisson que c'est le germe du chènevis qui ressort. Mais ça fonctionne, je l'ai essayé moi-même, ça fonctionne. Une fois, je me rappelle, pareil, à l'automne, de pêche d'hiver avec un copain, là, sur la rivière chez moi, sur le Gers à Roche, on a plein de gardons, et on pêchait l'hiver. Toute la journée, avec le soleil, pas de touche. Rien, 2 poissons. Il faut être abruti de rester là 5 heures à attendre. Non, mais nous, on était abrutis. On voulait prendre des gardons. Et sur le soir, on commence à avoir des touches, ce qui est le cas souvent l'hiver. Je ne sais pas comment, j'avais du mystique fluorescent vert. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. J'avais utilisé quelques fois, je n'avais jamais rien pris avec ça. J'ai mis ce mystique fluorescent vert, et il y a des sophies. Alors les sophies, ça n'existe pas par chez vous. C'est une sorte de petit otu. On s'est mis à attraper les sophies avec ça, les unes derrière les autres. On mettait un verre de vase, on attrapait un gardon. On mettait du mystique fluorescent vert, une sophie à tous les coups. On a été content de trouver ça. Ça n'a jamais remarché. Donc, pour vous dire que des fois, il y a des trucs à la pêche inexplicables. Mais ce soir-là, on aurait pêché jusqu'à la tombée de la nuit, minuit noir. On a presque fini comme ça. Au toc, tac, on prenait une sophie à tous les coups. Pourquoi? J'en sais rien. Alors peut-être le fait que c'était fluorescent, dans le fond, ça faisait un peu... ça faisait phosphorescent. Les poissons le voyaient et ils le prenaient, j'en sais rien. Ça, mais je l'ai réessayé plein de fois. Ça n'a jamais remarché. Ce soir-là, incroyable. Donc, voilà, le mystique, c'est un bon complément. Quand vous avez quand même à tirer du poisson, s'il y a peu de poissons à faire,
c'est pas aussi redoutable. Par contre, en complément d'un verre de vase, ça permet de prendre un poisson plus gros. D'autres questions? La pâte. Alors, la pâte, effectivement, que ce soit la pâte comme ça se faisait à l'ancienne, avec de la semoule, etc., pour pêcher les ablettes et les gardons, ou même les vermicelles, il y en a les petites pâtes naturelles que vous faites cuire, tout, ça marche très très bien, vous les colorez en jaune, en rouge. Il y a très peu de pêcheurs aujourd'hui qui pêchent comme ça, pourtant c'est redoutable. Mais là, ça demande une petite accoutumance, comme le blé. Vous avez besoin d'amorcer avant, comme les graines, mais c'est formidable. Et ça marche l'hiver. À la coquillette, même moi j'ai eu le prix des gardons aux petits pois. Parce qu'il y avait, pourquoi? Il y avait une usine de petits pois plus haut sur la rivière. Quand il avait les bacs, il y avait des petits pois qui partaient à la rivière. Vous pêchiez plus bas aux petits pois, vous pouviez mettre un verre de vase que vous voulez, vous prenez un petit gardon, aux petits pois, les gardons de 200-300 grammes. Mais bon, vous allez mettre un petit pois dans la soupe, si ça, moi jamais vu, vous n'aurez pas eu de touche. Donc, il n'y a rien de mauvais. C'est comme la fameuse amorce secrète. Elle est secrète à cet endroit-là, parce que le poisson est accoutumé, parce que c'est le bon truc. De même, si tout le monde pêche avec la même amorce, ben, automatiquement, il y en a un qui gagne. Donc on pense que celui qui a gagné, il a la meilleure amorce. Et des fois, en faisant quelque chose de complètement différent, vous pouvez aussi avoir le résultat. D'autres questions? Allez-y, soyez pas timide. Je la fais passer. On va mouiller un peu d'amorce ablette, un peu d'amorce d'étang et un peu d'amorce de rivière pour que vous puissiez voir la différence de compacité entre ces différentes amorces. Alors pareil, dans le mouillage de l'amorce, ce que je vous conseille, c'est de toujours tamiser votre amorce après l'avoir humidifiée. C'est quand même mieux, de façon à avoir une homogénéité dans votre amorce. Alors c'est vrai qu'avec le batteur, ça se fait très bien, parce que vous rendez votre amorce parfaitement homogène et très aérée. Par contre, l'inconvénient du batteur, pour le gros poisson, ça aère tellement l'amorce que ça la fait travailler et ça a tendance à être moins bon pour les gros poissons. Moi j'aime bien pour les gros poissons la mouiller à la main et avoir une amorce qui va bien tenir. Je vais sentir exactement la quantité d'eau qu'il faut mettre et je trouve que ça va mieux. Donc pareil, vous mesurez votre quantité d'eau quand vous mouillez votre amorce, c'est bien, il ne faut pas vous tromper. En gros, un paquet d'amorce d'1 kg, il faut entre 50 et 60 centilitres d'eau. Donc, vous prenez une boîte d'un demi-litre, vous mettez votre demi-litre, vous touillez, et là ça va fonctionner, vous n'allez pas l'avoir surmouillé. Et après vous allez rajouter petit à petit l'eau qu'elle a besoin. Mais en règle générale, toute amorce entre 60 et 70 centilitres d'eau, c'est à peu près ce qu'elle boit. Une amorce de surface, vous allez pouvoir mettre 70 litres d'eau. Dans une amorce de fond qui colle énormément comme la rivière, avec 50 centilitres, ça suffit. Parce que sinon après, ça va faire une bouillasse et ça ne va pas aller. Votre amorce, elle ne travaillera plus du tout. Oui? Oui? Alors, il y a les deux écoles. Dans mon équipe, il y a Gilles Codin, il y a Eric Lumet, moi-même, tous les trois, on emploie la même amorce, on ne la mouille pas pareil. Gilles, il a tendance à mouiller les amorces plus sèches, avoir des amorces qui vont travailler énormément. Eric, il mélange la terre directement dans le truc, Gilles, il rajoute la terre dans son amorce après. Eric, il mouille son amorce avec la terre dedans. Il a un truc qui va nuager un petit peu plus. Et qui va un petit peu moins travailler parce que la terre elle va compacter. Moi au contraire, je mouille mon amorce à l'avance, je mouille ma terre à l'avance, plus mouillée. Je veux une amorce qui travaille moins, je voudrais choper des poissons plus gros. Et quand c'est des plus petits poissons, ben c'est Gilles qui a raison. Quand c'est un truc moyen, c'est Eric qui a raison. Qu'il faut prendre des gros, c'est plus moi qui ai raison. Bon, je ne fais pas tout le temps ça, et quand c'est eux qui ont raison, je suis ce qu'ils font. Mais pour vous dire, on a des façons de pêcher et de concevoir l'amorce identiques et complètement différentes. Au final, il n'y a rien de mauvais, mais simplement, vous n'allez pas avoir la même compacité. Et le fait de mettre la terre avant de mouiller, ça va faire du nuage à votre amorce. Voilà, bon, c'est plus facile, c'est plus vite fait. Moi, je suis obligé de mouiller ma terre avant. Demain, je vais pêcher là-bas. J'ai mouillé ma terre depuis lundi. La terre de rivière, je suis venu vendredi dernier pour qu'elle soit parfaitement humide. Parce que demain, je vais mettre une amorce pas très humide
Et je ne vais pas me servir de l'amorce pour mouiller ma terre. Je vais avoir juste la capacité que j'ai besoin d'amorce, et elle va travailler. Je vais mettre ma terre qui est déjà bien humide, qui va me permettre d'agglomérer parfaitement mon amorce pour qu'elle descende au fond. Et comme mon amorce, elle n'est pas trop mouillée, elle va travailler, j'espère qu'elle va m'attirer rapidement les gardons. Et dans un deuxième temps, je vais prendre des brèmes, si je suis au 1 ou au 2, d'ailleurs je ne prendrai pas, mais je vais prendre des brèmes sur de la terre de rivière, de la double terre que je vous ai fait passer, avec des vers de terre recoupés, que je vais positionner 80 cm au-dessus de l'endroit où j'ai mis l'amorce, pour essayer de mettre les brèmes là, et je pêcherai au plat calé dessus, et sur mon amorce qui va s'ouvrir, mais qui va quand même tenir au fond, parce que si je n'avais pas mouillé avant ma terre, mon amorce va trop dévaler, parce qu'il y a beaucoup de courant dans la sonde, j'espère prendre des gardons. Je vais pêcher avec un peu plus de bannière sur la ligne à gardon, pour laisser glisser, parce que je vais amorcer à balle. Je vais avoir une bannière très courte, un flotteur plat, pour pêcher sur ma terre avec les vers de terre recoupés et du fouillis, pour prendre les brèmes là-dessus. Plus ou moins fort, ça fait que la terre ou l'amorce va s'ouvrir plus ou moins tard. Donc plus vous allez serrer, plus elle va être compacte, elle va tenir plus longtemps. Mais c'est très bon, si vous jetez 10 boules d'amorce, je vous conseille d'avoir 3 serrages différents. 3 boules peu serrées, 3 boules moyennement serrées, 4 boules fortement serrées, voire recollées. Et vous allez avoir une continuité dans l'ouverture de votre amorce qui va vous permettre de mieux tenir le poisson. Donc vous pouvez faire les deux. Moi je préfère quand même rajouter la terre après avoir mouillé l'amorce. Sur les 3 qu'on est, il n'y en a qu'un qui mouille avec la terre dedans. C'est pas lui qui a les plus mauvais résultats, pour autant. Mais je préfère quand même, parce que je trouve qu'on donne exactement, on arrive à faire travailler l'amorce exactement comme on veut. D'autres questions? Alors aussi, par rapport aux èches, il faut faire souvent attention, quelles èches, qu'est-ce qu'on fait avec le fouillis? Alors le fouillis, je vois beaucoup de pêcheurs qui le décollent avec de la fécule, avec du décolle blanc. On le vend, hein. Il se vend très bien d'ailleurs. En fait, ça ne vaut rien. Parce que c'est très bien quand vous avez du fouillis pourri, parce qu'il n'y a pas mieux pour décoller. Et si vous avez un beau fouillis, ça l'allège. Et qu'est-ce que ça fait quand le fouillis est allégé et qu'il y a un peu de courant? Ça monte chez le voisin. Donc moi, je le décolle tout le temps avec l'argile sèche ou la terre de Somme. Quand il est super beau, je le décolle à la terre de Somme classique ou noire, suivant la couleur de mon amorce. Je vais adapter le produit qui va me servir pour décoller le fouillis, je vais l'adapter à la couleur de l'amorce que je vais utiliser. Ça semble logique, mais j'ai vu plein de pêcheurs faire le contraire. Ils ont une amorce toute noire et ils décollent avec un truc tout blanc. Bon. Ok, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, d'alléger le fouillis, ça peut être très dangereux, parce qu'en fait, le fouillis va partir alors que vous voulez le concentrer à un endroit et vous faites le contraire en le décollant. Donc je vous conseille de décoller de l'argile sèche quand il est un peu trop fort collé, surtout le fouillis russe maintenant qu'on trouve. Des fois, bon, il tient 15 jours, voire 3 semaines, mais bon, après il est collant. Donc, quand il est collé comme ça, avec de l'argile sèche, ça se fait très bien. Et après, si vous avez décollé au décolle blanc, qui lui peut sauver du fouillis mort, parce que c'est vrai que c'est bien, ce que je vous conseille, vous prenez le décolle fouillis blanc, vous le tamisez dans un tamis très fin pour l'enlever. Et vous replongez ce fouillis qui va avoir gardé un peu de blanc dans un peu de terre fine, noire ou claire, suivant l'amorce que vous allez utiliser. Comme ça, la terre de Somme, elle va reprendre le dessus sur le fouillis qui est déjà décollé. Et là, vous n'aurez pas le problème du fouillis qui va partir dans le courant. Or, 80% des gars qui décollent, on décolle fouillis léger, ils mettent comme ça dans l'amorce, et plus d'un tiers, voire la moitié de leur fouillis est inefficace. Alors quand vous avez une limitation à 1 litre, ça va, et quand vous avez une limitation à 1/4 de litre, si vous en perdez la moitié, et qu'ils viennent de brème sur le coup, et vous avalent le truc, au revoir, et je vais chez le voisin. Donc attention, la façon dont vous décollez votre fouillis, souvent, vous pouvez croire que votre amorce était bravorone, alors que c'était simplement le décolle fouillis qui vous avait envoyé le fouillis chez le voisin, ou 5 mètres plus bas dans l'amorce. C'est des petits trucs comme ça qui font une différence et qui peuvent faire penser à quelque chose de complètement différent. D'autres questions?
Alors de même, quand on met des asticots dans l'amorce, bon, on peut les mettre vivants ou on peut les mettre morts. Bon, moi, quand je les mets dans l'amorce, je les mets toujours morts. Par contre, quand je veux les mettre vivants, ce que je fais, je les colle à part. Je les utilise collés. Donc je prends mes asticots vivants, je mets de la colle à asticot dedans, je rajoute du gravier plus ou moins, suivant qu'il y a du courant ou pas, et je vais aller poser mes asticots collés. Plus je mets, je dirais dans 90% des cas, je mets du gravier. Il peut m'arriver de mettre 50% de gravier, donc ça peut aller loin, pour avoir vraiment un poids, pour être sûr que les asticots vont descendre sur le fond. Alors je pense qu'ici, sur la Somme, ça peut être très bon, parce que vous avez des barbeaux maintenant, et que d'avoir quelques boules d'asticots collés, c'est très bon pour les barbeaux. Alors là, c'est pareil, ces fameux asticots, si vous voulez prendre les barbeaux, je vous conseille d'aller mettre les boules d'asticots collées à l'amont de votre amorce. L'amorce va attirer les gardoles, les brèves, et les asticots collés tout seuls à l'amont, ils auront plus de chances d'attirer un nid ou un gros barbeau. Et si vous devez le prendre, vous le prendrez plutôt à l'amont sur ces asticots collés ou du maïs collé, parce que vous pouvez en même temps que les asticots mettre du maïs et coller votre maïs comme on colle les asticots. Donc les asticots, quand je veux les mettre vivants, je préfère les coller seuls que les mettre vivants dans l'amorce, parce que dès qu'ils sont vivants dans l'amorce, ils s'en vont et ils se défont, et ils font ouvrir les boules beaucoup plus vite, et ça a un effet néfaste. Dans ce cas-là, je préfère utiliser des asticots morts ou des casters. Les casters, c'est très bon à mettre dans l'amorce. Alors pour plus d'attractivité pour les casters, ce qui est bon, c'est qu'une partie, vous les écrasez dans les doigts. C'est pas toujours très agréable, vous les mettez dans un sac plastique, vous écrabouillez le sac plastique, vous marchez dessus, et ça permet d'écraser les casters, et vous mettez ce jus soit dans la terre, soit dans l'amorce, c'est très bon. Et après, ce qui est très bon, s'il n'y a pas trop de courant, c'est de continuer à agréner avec les casters sur notre amorce. Et là, en agrénant, au bout d'un moment, le poisson y comprend, et ça fonctionne. Après, mettre un caster à l'hameçon quand vous n'en avez jamais mis et que personne n'en a jamais utilisé, c'est comme mettre un grain de blé que vous n'avez pas amorcé. Ça n'a pas un grand intérêt. Dans les utilisations d'èches, c'est ça. Bon, les vers de terre, on en a parlé. On les met coupés dans de la terre, qui reste dans le fond vivant. Voilà, en gros, les èches qu'on utilise, c'est ces èches-là. Les graines, bon, après ça, on peut les agréner à la main et vous les mettre à la coupelle pour plus de précision, mais quand on pêche au chènevis, c'est quand même mieux d'agréner à la main, de ne pas pêcher très très loin pour être précis, ou d'agréner à la fronde. Et c'est le bruit, en fait, de l'agrénage qui attire les poissons plus que pour manger. Sur la Vienne, par exemple, à l'époque, à Limoges, on pêchait avec du couscous à l'hameçon, c'était un truc incroyable. On triait les gardons 2 à 3 fois plus gros, et ils mangeaient que le couscous. Et on agrénait à la fronde. Si vous aviez le malheur de pêcher trop bas, vous ne les prenez pas. Vous prenez les poissons alors qu'il y avait un courant terrible, que le couscous, il ne descendait pas à pic, il descendait en travers. Les gardons, ils étaient à l'aplomb de l'endroit où tombait le couscous. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à monter, parce que dès que vous agrénez asticot, caster, graines ou autre, le poisson, au lieu de manger la tête en bas, il mange la tête en haut. Parce qu'en fait, ça vient du haut, il y a concurrence alimentaire, et donc le poisson se tourne dans l'autre sens. Et là, malgré qu'il y ait du courant et tout, même à l'asticot, quand on agrène, on a souvent les poissons sous l'agrénage. Donc méfiance de ça, on a souvent tendance à pêcher très bas, parce qu'on se dit que les asticots vont descendre très bas, mais ils sont dans 9 cas sur 10 à la mort. D'autres questions? Alors, les èches congelées, pour les asticots, comme moi je les veux morts, pour moi c'est la meilleure formule, on peut les étouffer ou les noyer, mais je les congèle dans de l'eau, comme ça ils ne noircissent pas quand on les ressort. Je les garde dans une boîte avec de l'eau, comme ça le pinky ou l'asticot congelé va garder sa couleur initiale, et vous pouvez le recongeler le soir si vous voulez, c'est même économique. Donc là, ça va être très bon. Le fouillis, vous pouvez le congeler. L'inconvénient du fouillis congelé, c'est qu'il va être moins attractif parce qu'il ne va pas partir dans l'eau. L'avantage, il va être moins attractif, mais il ne va pas partir dans le courant, il va rester là. Et des fois, pour les gros poissons, pour des chats, pour des brèves, pour des gros poissons, des carpes, des carassins, c'est bon d'avoir du fouillis congelé dans votre amorce parce que vous allez le concentrer encore mieux. Parce que quand il est vivant, il a toujours tendance à vouloir nager,
et à partir au-delà, et à mettre les poissons un petit peu partout. Au contraire, quand il est mort, il ne bouge plus, et il va rester sur le fond. Ça fait un peu comme l'amorce mouillée la veille, et mouillée au dernier moment. Vous avez les deux amorces, l'amorce mouillée la veille, elle va tenir le poisson, le fouillis congelé, il va tenir le poisson, mais il va moins l'attirer. Le fouillis vivant, il va attirer le poisson, vous attirez avec un peu de fouillis vivant de l'amorce qui s'ouvre, ça va partir, le poisson va monter, il va trouver une amorce plus compacte avec du fouillis mort dedans, il va rester. Donc oui, le fouillis congelé, les èches congelées, c'est bon. Alors il vaut mieux les dégeler quand même à l'avance, parce que si vous les envoyez qu'elles sont encore gelées, elles ont tendance à flotter. Donc attention, ça fait comme avec le décolle de fouillis trop léger, ça peut avoir un mauvais effet. Il faut juste se méfier de ça. Alors si vous prenez au dernier moment, que vous avez oublié dans le congélateur, vous faites couler de l'eau chaude dans un seau, vous mettez votre sac ou votre bouteille dans laquelle vous avez congelé dans l'eau chaude et il se dégèle plus vite. En mettre beaucoup, autant que ce soit autorisé si vous avez un concours limité. Si vous allez pêcher tout seul, pas plus que des vivants. Disons que bon, avec un demi-litre de pinky congelé, si vous allez pêcher tout seul, vous faites la partie de pêche à la journée. Et pareil, avec un quart ou un demi-litre de fouillis congelé, vous en avez assez. Quand vous allez pêcher tout seul, après, c'est une limitation à 1 litre en concours. Il faut en avoir plus, parce qu'on a toujours peur que le voisin en mette plus et qu'il nous attire les poissons. Ça peut être vrai s'il y a beaucoup de poissons à prendre, ça peut être vrai s'il y a beaucoup de courant. Comme dans la Somme, il va en falloir plus, parce que le courant va balayer votre amorce et va emporter une partie des èches. Donc là, il faudra en mettre moins au départ et le répartir en cours de pêche. Mais pour tout seul, un demi-litre de pinky ou un demi-litre de fouillis congelé, vous passez la journée sans problème. Oui, vas-y. Sous vide. Oui, ça fonctionne aussi, c'est comme si vous les aviez étouffés. Voilà, mais ça fonctionne. Alors, il faut se méfier, avant de les mettre dans l'amorce, pareil pour les congeler. Vous avez ouvert votre sac d'asticot sous vide ou étouffé, tout ça, vous en prenez une petite pincée, vous la jetez dans votre seau. Vous regardez, s'il coule, méfiance. S'il coule, c'est bon. S'il reste en surface, donc vous faites toujours attention à ça. Il arrive des fois, parce que si on les a étouffés ou congelés, en n'ayant pas bien tamisé toute la sueur, en laissant la sueur avec, ils ont tendance à flotter. Donc attention, ça aussi c'est une petite astuce. J'en vois là quelques-uns qui ne sont pas loin, que j'ai vu congeler des asticots, que j'ai engueulé déjà, parce qu'ils l'avaient congelé avec la sueur. Et voilà ce que ça fait. Ça a un effet néfaste. La sueur, elle fait que l'asticot reste plus longtemps flottant. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on attend. Donc, sous vide, ça peut arriver. Donc, méfiance. Et des fois, vous pouvez penser que vous n'avez pas bien pêché à cause de l'amorce, mais c'est les asticots qui sont partis. Donc, il faut se méfier de ça. Il y a plus une autre question, oui. Tu peux donner le micro, s'il te plaît. Savoir comment tu utilisais le litou dans quelles circonstances. Alors, le litou, c'est un très bon produit pour pêcher les plaquettes à l'anglaise. C'est le top quand vous avez des étangs où il y a 1,50 m à 2 mètres d'eau, des plaquettes de 100 à 300 grammes. Je dirais que là, le litou, c'est là qui donne son meilleur de lui-même. Pêcher à l'anglaise, alors le litou, vous avez trois façons de l'utiliser. C'est comme l'histoire de la terre. Vous le mettez à l'avance dans l'amorce et vous mouillez par-dessus. L'ensemble de l'amorce va être complètement prise. Le litou va rentrer un peu dans les ingrédients qui composent votre amorce, puisque vous allez le mouiller en même temps. Et là, vous allez avoir un mouillage, une couleur fort prononcée, mais avec un peu moins de nuages. Ensuite, vous avez la possibilité de le rajouter sec dans l'amorce humide. Là, il va avoir un effet, comme il n'aura pas bu toute l'eau, dès qu'il va être au contact de l'eau, il va exploser, il va faire un nuage presque en surface. Alors ça peut être bon quand vous pêchez des plaquettes décollées, parce qu'en fait, elles vont venir là-dessus. Et après, vous avez une troisième possibilité, vous le diluez dans l'eau, et vous mouillez l'amorce avec. Et là, vous allez avoir un nuage très fort sur le fond. Bon, un nuage un peu moins persistant, vous le mettez dedans, vous mouillez tout ensemble. Un nuage plus fort sur le fond, vous mouillez avec de l'eau, avec du litou.
un nuage en surface, très puissant, vous mettez le lit tout sec dans l'amorce humide au dernier moment. Voilà en gros les 3 possibilités. Si vous voyez que ça ne trace pas assez, quand vous avez mis sec, vous remettez un petit coup de vaporisateur dessus avant de jeter la boule, vous envoyez, vous allez voir. Et c'est très très bon pour faire monter du poisson quand vous êtes mort, vous n'avez pas de touche. Le voisin à Laval, il vous massacre avec des brèmes. J'ai eu vu de rajouter du liquide dans votre amorce, jeter l'amorce, 5-6 boules, une rafale, un gros nuage, et les brèmes monter. Ça, je l'ai vu se faire plusieurs fois. Mais où c'est le mieux, c'est quand vous avez une pêche de brème, entre 2 eaux ou sur le fond, et encore mieux à l'anglaise qu'à la canne. Alors l'inconvénient du liquide, tout, si on le met à l'avance et qu'on en met de trop, il colle. Donc il faut faire gaffe quand même, il ne faut pas en mettre de trop. 5%, c'est déjà pas mal, mais j'ai vu des pêcheurs en mettre 30%. Mais après, ça devient collant, mais ça nuage quand même. Et après, le fait d'en mettre de trop, ça fait que c'est un peu comme de la craie, le litou, c'est un produit naturel. En fait, c'est une terre qui n'est pas colorée. C'est une terre qui est à l'état naturel comme ça. C'est un bon produit. C'est un très bon produit pour pêcher les brèmes en été, plutôt décollé. Et ça ne plaît pas trop aux poissons-chat. Donc ça peut aider à les tenir à l'écart. Est-ce que vous avez des conseils pour faire de très bons casters qui gardent leur couleur et qui coûtent? Oui. Alors, les très bons casters, c'est ce que vous faites au dernier moment. Un caster, ça arrive à rester vivant 3 jours, 2 jours et demi, si vous le mettez dans une poche sous vide. Au bout de 2 jours et demi, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent plus. Alors, ils ne sentent pas, ils ne vont pas parce qu'ils ne se pourrissent pas, mais ils sont morts. Et le poisson, il trouve la différence entre un caster qui continue à évoluer, qui est là, parce que c'est l'asticot qui se transforme en caster, et le caster se transforme en mouche. Si le caster est mort, il ne va plus se transformer en mouche. Au bout d'un moment, l'intérieur, ça pourrit. Et quand ça pourrit, c'est pire que tout. Là, c'est du répulsif. Donc, ce que je vous conseille, vos casters, avant de les jeter, vous en prenez 1 ou 2, vous les cassez, vous les sentez, si ça sent mauvais, ne les mettez pas. Vous pouvez les laver et faire ce que vous voulez, c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. L'idéal, c'est, vous faites vos casters, alors il faut s'y prendre 15 jours à l'avance, avoir les asticots qui se transforment bien en casters, les mettre dans de la surhumide, dans un endroit ni trop froid, ni trop chaud, au sombre, les passer tous les jours, c'est un travail d'enfer, c'est affreux. C'est pour ça que ne vous étonnez pas que les bons casters, ça coûte cher. C'est un travail, c'est affreux à faire. Je le fais, je sais ce que c'est vraiment très complexe. C'est facile à faire pendant le coup, il faut s'y prendre 15 jours avant et vous les passez. Et si vous voulez les garder 4 ou 5 jours, tous les 1 jour et demi, vous les mettez dans une poche, vous rouvrez la poche, vous les aérez, vous les laissez reprendre de l'air pour qu'ils se refassent, et vous les remettez au frigo très froid, pas congelé parce que ça les tue, pas trop chaud parce que sinon l'évolution continue, et après, soit ils crèvent aussi. Mais ne pas les laisser plus de 2 jours dans un sac fermé, sinon c'est foutu. Donc voilà, il faut les aérer. Le mieux, c'est une boîte étanche, vous laissez à la boîte étanche, vous en faites le vide d'air, au bout de 2 jours, vous ouvrez la boîte, vous, éventuellement, au bout de 4 jours, vous les passez sous l'eau parce qu'ils recrachent un petit peu, parce qu'ils continuent à vivre, ils respirent les casters. Vous le nettoyez, comme on renettoie un verre de vase qui a craché un petit peu, le caster ça crache aussi, et là vous pourrez les tenir 1 semaine. Mais ça demande du boulot. Mais dans tous les cas, évitez les casters qui sentent mauvais. Oui. Alors, les èches synthétiques, c'est un peu comme le mystique, si vous voulez. C'est très bien en additif d'un verre de vase. Vous mettez un verre de vase de plastique avec un verre de vase normal, ça va être formidable. Ça va vous permettre de gagner du temps. En général, le verre de vase de plastique, il tient plus longtemps sur la leçon. Et donc, vous allez gagner du temps en mettant votre verre de vase. Vous en mettrez qu'un, au lieu d'en mettre 2 ou 3 pour faire une belle bouchée, puisque le verre de vase de plastique va rester. Ça peut servir pour trier les poissons et les prendre plus gros. Quand il y a beaucoup de poissons, c'est très bien parce que vous arrivez à les lever et à prendre avec ça. Voilà. Après, bon, si la pêche est dure, c'est pas bon. Mais si la pêche est facile, c'est bon. Et en complément d'une éche vivante,
Alors les asticots c'est pareil, une teigne, tout ça, mais il faut quand même que le poisson soit vorace. Et vous n'allez pas le leurrer longtemps. Voilà. Mais sur une pêche de rapidité et tout, c'est très bon. Bon, parce qu'à 4 heures, je dois passer la main pour le feeder. Donc, si vous avez les dernières questions, on va passer à ça. Et après, ne vous partez pas, on va procéder au tirage au sort. Vous allez pouvoir emporter les quelques paquets d'amorces. Vous n'avez pas eu de ticket? Ah. Est-ce qu'on peut refaire les tickets pour que vous ayez? Fred, tu peux redécouper quelques tickets là, dans mon papier, là, pour redonner à ceux qui n'ont pas eu. Parce que si vous n'avez pas de ticket, ça va parler. On peut continuer comme ça, profiter des dernières questions. Si vous voulez vous approcher par les amorces, vous pouvez, mais après on va vous faire une petite. Oui, on en a déjà pas mal. Comment? Vous n'avez pas eu? Oui, ils vont vous les donner. Ils vont vous les donner. Est-ce... Oui. Alors, pour bien conserver ces verres de vase, c'est ça la question, comment on fait? Les bons verres de vase de Mar ou de Canal, moi je les tiens 3 mois, sans problème. Les mauvais verres de vase de Lagune qui ont souffert et tout, j'arrive à les ressusciter, les tenir en moi. Mais il y a des combis. Alors il y en a, c'est impossible. Ils sont vraiment tellement mauvais, ils sortent d'une lagune où l'eau est à 30 degrés, ils arrivent, ils sont déjà presque morts. Ceux-là, il n'y a aucune chance. Les Russes, on reçoit aujourd'hui, les gros, ils ont souffert pendant 3 semaines. Ils sortent d'une température, souvent ils les ramassent dans des eaux profondes relativement froides. Bon, en été, vous ne pouvez pas les tenir. En hiver, on arrive à les tenir un petit peu mieux. Alors l'astuce, c'est il faut de l'eau à 7 degrés, entre 6 et 8. Dans un frigo, il faut régler un frigo entre 6 et 8 degrés. Il ne faut jamais mettre un asticot dans ce frigo. Si vous mettez un asticot avec les verres de vase, les asticots ils dégagent de l'ammoniac. L'ammoniac, elle se dissout dans l'eau, elle va dans l'eau des verres de vase, schlac, mort. Ou durée de vie. Alors ça, j'en vois là qui se disent merde, la connerie, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Bon, moi j'ai un frigo, il n'y a que des verres de vase qui vont dedans. Des bacs dans lesquels je les mets. Chaque fois que j'enlève les verres de vase, je nettoie le bac. J'en ai vu tenir les verres de vase avec des bacs où il y a de l'amorce dedans qui s'est collé autour du bac. Là, le mucus des verres de vase, quand vous les laissez 2 ou 3 jours, il crache, ça vient se coller contre les parois. Il faut absolument nettoyer ça parfaitement. Moi, j'ai la chance que l'eau du robinet que j'ai chez moi n'est pas agressive et tient les verres de vase parfaitement. Si vous avez des verres de vase très fragiles, il faut les tenir dans la même température de l'eau, c'est-à-dire quand vous allez les passer, si vous avez les verres de vase qui sortent de votre frigo, il faut les passer. Moi je les passe tous les 2 jours quand ils sont frais, et tous les 4 jours quand ils sont plus vieux. Parce que dès qu'ils ont craché ce qu'ils ont à l'intérieur, vous savez, dans les verres de vase, on voit un trait noir dans le milieu. Ça c'est les intestins, ça veut dire qu'il a encore quelque chose, il n'a pas tout craché. Tant qu'il n'a pas craché, tous les 2 jours on les nettoie. Dès qu'ils ont tout craché, d'une semaine, 10 jours, vous pouvez les passer que tous les 4 jours. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est pas sortir des verres de vase avec de l'eau à 7 ou 8 degrés et les passer dans une eau à 25 degrés. Parce qu'il y a un choc thermique et ça ramollit les verres de vase. Donc, vous laissez 3 ou 4 bouteilles d'eau dans votre frigo, propre. Vous mettez votre bouteille d'eau dans votre bac et vous mettez votre tamis dessus et vous les repassez dans de l'eau à même température. Rien qu'avec ça, il faut les bichonner. Et les verres de vase, ils vont vous le rendre, ils vont devenir très durs. Vous allez pouvoir attendre la deuxième touche du gardon, vous n'allez pas le louper. Alors que quand vous avez un bon verre de vase, parce que vous êtes mal occupé, ben, il va être tout mou, le gardon il va toucher, il ne va pas bien prendre, le verre de vase il va prendre, vous n'aurez plus de touche.